tes exits, ils finissent souvent au tribunal. Hein. Bah les 3. Mais c'est dingue quand même. Je sais pas comment je fais. C'est-à-dire que si à la fin, The Family me prend tout ce que j'ai, j'ai à peu près 15 millions, on leur donne tout. Je suis libertarien, je suis polyamoureux et je fais du business. Quand je suis libre, je suis heureux. Quand je suis pas libre, je suis malheureux. Ça, ici, là, j'ai été payé très cher par des gens très puissants. T'as fait ta mondaine? J'ai fait ma mondaine et j'ai fait la passe de rue. Et la passe de rue à 300 balles en une demi-heure, c'est vraiment mon sport. Tu veux dire que toi, tu fais du rock, c'est 80% d'attitude, 20% de talent, ou tu fais du jazz, il y a 80% de talent et 20% d'attitude? Je fais du rap, il y a 0% de talent et 100% d'attitude. J'étais un entrepreneur qui mentait sur les problèmes de trésor pour garder les gens au top. Bon, Oussama, comment ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, je suis ravi. C'est une émission qu'on doit faire depuis un sacré bout de temps. Ça fait peut-être 2 ans qu'on dit qu'on va faire ce truc-là. On n'arrive jamais à le faire. Et puis bah là, il se trouve que nos agendas coïncidaient. Donc on s'est dit, bah on va se parler enfin. Moi je dis c'est le destin. Ouais, c'est le destin. C'est le destin. Et alors du coup, écoute, j'ai annoncé que j'allais te voir, que j'allais faire cette émission et que j'allais t'interviewer pour Silicon Carnet. Et alors là, j'étais très surpris. Tu sais, moi, je vis à San Francisco. Je sais pas ce qui se passe à Paris, quoi. En fait, mais t'as foutu un sacré bordel, quoi. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement fou d'inviter Oussama. Il a pas du tout sa place dans Silicon Carnet. Tu rentres dans son jeu. C'est dingue. Et très honnêtement, j'arrive aujourd'hui et je me dis, j'ai un peu l'impression d'interviewer Hannibal Lecter, quoi. Tu vois, ou Dexter. Je sais pas, tu choisis. Il y a eu un article sur moi, le prince déchu de la French Tech. Ouais. Et j'ai changé mon titre sur Twitter en ex-prince déchu de la French Tech. C'est comme le prince dans Harry Potter, le prince de sang mêlé, tu vois. Ouais. C'est vraiment moi, tu vois. C'est toi, ça. On peut plus prononcer mon nom. Et... D'accord. Alors, bon, toi, t'es certainement plus au courant du truc que moi. Donc, je risque quoi, là, en fait? Bah, je sais pas. Pour être honnête, c'est intéressant. Je pense que t'as quand même suffisamment de crédit social pour t'en sortir, mais tu prends quand même un risque. Je prends quand même un risque. Un risque de contamination réelle, ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens pourraient dire que, en fait... Bah, les gens pourraient dire que t'es trop sympathique avec moi, que tu participes, je sais pas à quoi... À la cause. À la cause. Ouais, en déconnant tout à l'heure, je te disais, je me demandais, c'est vrai que, bon, du coup, j'ai préparé cette émission parce que je suis un bosseur, moi, tu sais. Donc là, ça fait 1 semaine que je me tape tous tes podcasts, Oussama, quoi, en fait. Putain, c'est une horreur, hein. Mais je comprends. Vraiment, j'en peux plus. Je t'ai envoyé un texto, je t'ai dit, Oussama, il faut qu'on fasse cette émission, il faut que je passe à autre chose, parce que là, je suis en Oussamite aigu, quoi. J'en peux plus de t'écouter. Pour me remettre, j'ai été obligé d'écouter Mathieu Stéphanie en vitesse 0,5. Pour me calmer, quoi. Je viens de m'en prendre une derrière la tête, hein. Non, c'est assez intéressant. Donc, du coup, j'ai beaucoup écouté tout ce que tu racontes. Et je te faisais la blague tout à l'heure. Je me suis dit, mais t'es dans tellement de podcasts que je me demande si t'as pas un album Panini avec tous les podcasts qui existent et que tu fais pas la collection de tous les podcasts. Ouais, je pense. En fait, la carte Silicon Carnet, elle vaut cher, hein. Tu le sais, ça. Hein. Je sais, c'est une carte très spéciale. Ouais. C'est ma 2e apparition. Ouais, absolument. En plus, donc c'est une carte 2 étoiles. 2 étoiles. Ouais. Donc non, merci pour ça. Et puis non, mais je pense que c'est important d'aller voir tout le monde. En plus, moi j'aime bien. Bon, toi t'as pas besoin de moi, mais c'est vrai que quand il y a des gens qui se lancent sur YouTube, etc., et qui m'écrivent, pour peu qu'ils fassent un bon call d'email, je viens parce que je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa d'aider un mec à faire 100 000 vues sur sa première vidéo. Exactement, ce que j'allais dire, c'est que tu peux vraiment aider, quoi. C'est-à-dire que t'es une putain de lampe de lancement pour des podcasts. Puis après, ils en font quelque chose, ils en font pas quelque chose. Et ça stick ou pas, d'ailleurs, ton audience? Ça dépend. Il y a des gens qui ont gagné des vraies audiences parce qu'ils en ont fait quelque chose. Puis 90% non. Tu vois, ils arrivent jamais à faire un 2e épisode aussi bien. Ouais, bien sûr. Okay. Comme les startups, ça fait partie du jeu. Ok, d'accord. Bon, donc tu l'as vu, enfin, non, tu l'as pas encore vu, mais je
voulais faire une sorte de parodie de Faites entrer l'accusé parce que ça me faisait énormément rire cette histoire parce que j'avais vraiment l'impression d'aller voir tu vois, quelque chose de très toxique quoi. Et donc je vais revenir en fait sur pas mal de faits qui te sont reprochés, mais ce que je trouvais vachement intéressant, on va parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment devant les tribunaux, mais ça m'intéresse pas énormément en fait parce que d'abord t'en as énormément parlé dans plein de podcasts. Hein, et moi ce que j'ai trouvé très drôle quand j'ai préparé cette émission et que j'ai dit donc que j'allais te rencontrer, c'est que, en fait, t'es pas au courant, mais les accusations qui sont portées contre toi, la liste est en fait beaucoup plus longue que tu ne le penses. Oussama, j'ai découvert ça exactement. En arrivant en studio. Donc, du coup, je me suis dit, je vais compulser toute cette liste de chefs d'accusation contre toi, tout un tas de trucs que j'ai entendus à la seule... seulement en prononçant ton nom et puis on va rigoler un petit peu là-dessus quoi, en fait, parce qu'il y a des trucs il y a certainement du vrai et puis il y a aussi des trucs sur lesquels ça serait intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui osent pas te le dire hein. Non ça personne me parle Personne te parle non, les gens sont dans tu sais que la situation la plus drôle que j'ai vécue cette année mais vraiment qui j'arrive au Hoxton à Paris je dormais là-bas j'arrive au bar. Et là, je vois deux mecs que je connais bien et en fait, un des deux a mis des commentaires mais vraiment terribles sur moi en soutien à Alice. Ouais. Et moi, je comprends. Il y a papa, maman qui divorcent. Il y a des gens qui essaient d'être neutres. Il y a des gens qui choisissent papa, très peu, et beaucoup de gens qui choisissent maman. C'est normal. Ouais. C'est le bon camp, c'est le camp du bien. Nicolas, c'est qui alors? C'est mamie? Nicolas, c'est grand-père gâteux, quoi. D'accord. Et il me parle, mais genre, moi, je te l'ai pas dit, hein, mais je suis de ton côté. Ah d'accord. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que t'as écrit en public et tout? Enfin, ça va. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, c'est pour les réseaux sociaux. Et donc le bal des faux culs, quoi. Et je me suis dit, putain, à Paris, j'avais vu un niveau de faux cul à Paris qui est unique au monde. Mais alors là, je me suis dit, c'est de la poésie. Je suis en train de vivre une scène, on dirait Proust, dans La Recherche du temps perdu, qui arrive en salon et tu vois qui. Et donc non seulement les gens me parlent pas, mais ils te mentent. Mais ils me mentent. Voilà. Tu vois, et vraiment, je suis sûr qu'ils. Tu vois, enfin tout le monde est encore très gentil avec moi. Par exemple, le nombre de VC qui m'invitent à déjeuner, c'est invraisemblable. Ça me fait mourir de rire. Mais tu crois que c'est quoi? C'est une forme de curiosité? Il y a une sorte de voyeurisme? Un peu de tout. Il y a un peu de ça? Ouais, un peu de tout. Curiosité, voyeurisme. Puis on se dit, peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il va pas revenir. Peut-être qu'il va faire un truc, peut-être qu'il va pas faire un truc. Faut quand même pas déconner. Faut qu'on sache quand même. Faut qu'on sache, il faut qu'on mette à jour les fiches. Exactement. Parce que maintenant, t'es fiché, quoi, en fait, quoi. C'est ça, quoi. Ah bah, j'ai toujours été fiché, moi. Mais... C'est juste que, en fait, moi, l'écosystème français m'a toujours détesté depuis jour 1. Tu le sais, mieux que personne. Mais c'est juste que... Mais tu sais pourquoi, Oussama? Parce que je suis comme toi, moi. Hein. Ouais. Mais c'est juste qu'on correspond pas à leur... Mais ils ont le droit d'en parler ou ils ont pas le droit d'en parler. Mais c'est pas qu'ils m'aiment. C'est qu'ils ont le droit de dire qu'ils m'aiment pas ou ils ont pas le droit de dire. Et en ce moment, il y a une libération de la parole. Ils ont enfin le droit de dire qu'ils m'aiment pas. Et là, c'est jubilatoire. Mais le problème, c'est que ce qu'ils comprennent pas... Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit aussi, qui t'ont soutenu ouvertement? Au sens écosystème du terme, non. Non. Zéro. Non, tu t'es retrouvé vraiment face à l'ensemble de l'écosystème. Mais du niveau, les vrais entrepreneurs, le vrai public, ça, soutien indéfectible. Hein, Hier, on avait un dîner avec la communauté de Silicon Carnet qui s'appelle l'Hacienda. Et il y avait, je disais donc que j'allais te rencontrer et qu'on allait faire une émission. Ah ouais, bon. Et il y avait un petit jeune, Arthur. Je vais pas donner son nom, mais il se reconnaîtra. Et il disait un truc vachement intéressant. Il disait, moi, je me suis fait avoir par Oussama et j'ai mis du pognon dans le véhicule de Stripe. Mais en fait, je lui en veux pas. C'est dingue. C'est-à-dire qu'il me dit, parce qu'en fait... je me suis fait avoir, c'est trop drôle. Mais il l'a dit, hein. Il a dit, j'ai perdu ma thune. Je la reverrai pas, ma thune. Je l'ai paumée. Mais en fait, Oussama, j'ai appris plein de trucs dans cette expérience-là. Et ça vaut la thune, que j'ai mis. C'est marrant parce que, tu vois, Arthur, il est un peu comme tout le monde dans cet écosystème ce qui est vraiment, d'ailleurs, montre beaucoup la culture business française. Est-ce que Arthur a signé un contrat avec Oussama Hamar? Non. Non, Arthur, il a mis...
dans un véhicule avec The Family. Mais il en veut pas non plus à The Family. Oui, mais c'est ça qui est dingue. Il en veut à personne, Arthur. Ce que je veux dire, c'est que Oussama Ammar, il prétend pas qu'il n'y a pas eu un problème dans ce SPV. Ouais. Il dit que le responsable juridique qui doit payer les problèmes, c'est The Family, parce que les 76 SPV où j'ai fait gagner de l'argent aux gens, bien sûr, personne n'est venu me donner un bonus. Ouais. Le seul SPV où il y a eu un problème là-dessus. Et ouais, bien sûr, je touche le caride. Et on a touché. Tu fais ça, ton bonus. Non, mais je veux dire, justement. Et quand il y a une perte, d'un seul coup, elle devient individuelle. Et en fait, c'est cette trahison, moi, que je n'arrive pas à comprendre et que Alice et Nicolas ne veulent pas comprendre et que personne ne veut comprendre. C'est que je ne nie pas la responsabilité du fait qu'il y a un problème. Je nie qu'elle soit personnelle. Ça sert à ça, les personnes morales. Et je veux dire, tous ces gens qui disent c'est Oussama qui... Alors, en plus, ça me fait rire parce que c'est les 3 seuls véhicules qui n'ont pas été marketés par moi. Moi, je suis venu après la bataille pour essayer de résolver le problème et j'ai pas réussi. Et après, on vient me faire chier, on me dit machin. Et on vient me dire, en fait, faut payer 10 fois la somme parce que c'est de ta faute. Ouais, je dis, bon, écoute, on se verra devant les tribunaux. Hein. Ouais, non, mais je sais, c'est ta ligne de défense, elle est très smart. Mais il y a Oussama, on le sait bien, The Family, c'est toi. Il y a aussi ça. Ouais. Alors, mais c'est vrai. Oussama, c'est moi. The Family, c'est moi. Et on parle de 15% du capital. J'avais 85%, c'était qui alors? Oui, mais est-ce que tu n'en as pas trop donné, justement, Oussama? Attends, c'est pas le sujet. Il y a un moment, t'es à égalité de fondateurs. Sur un plan juridique, t'as absolument raison. Mais même sur un plan moral et émotionnel, ils ont passé leur temps à prendre mes crédits. Je veux dire, ils ont été en une de Challenge, en une de Forbes. Comme de toute façon, j'étais le Voldemort et quand il fallait dire... c'est pour ça que vous avez tous ces problèmes, c'est que vous avez fait la une de Forbes. C'est ça. Mais vous êtes complètement con, en fait. Il faut jamais faire ça. Mais nous, on le sait dans la Silicon Valley, si tu fais la une de Forbes, soit tu te retrouves ruiné, ou soit tu te retrouves en tôle. On le sait tous, ça. Et donc voilà. Donc en fait, il y a un moment, moi je pense, j'ai une culture méditerranéenne dans laquelle les problèmes se résolvent en famille. Ça s'appelait pas The Family pour rien. D'un seul coup, on est passé de The Family à la cellule 25 de la division interrégionale de la Caisse des dépôts et consignations. J'ai pas trop vu le changement. J'ai pas compris la transition. Et je l'ai trouvé d'une très 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 grande forme d'hypocrisie, cette transition. Forme de violence aussi, hein. Ouais, mais écoute, quand il y a quelqu'un qui veut plus te rapporter d'argent et que tu sais que dans le futur tu gagneras plus d'argent, tu te dis c'est la dernière fois que je peux lui prendre de la thune, je vais essayer de prendre le max. Toi, tu dis en fait, c'est ça, c'est que cet argent-là qu'on te reproche d'avoir pris, finalement, ta ligne de défense, c'est de dire en fait que cet argent, on te le devait, quoi. Ah ouais, c'est plus qu'on me le devait, je pense que... Oui, mais il n'y avait pas de contrat signé en disant... Non, mais c'est tout le sujet. C'est justement tout le sujet. C'est que comme il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de plainte, et c'est le jour où on a voulu faire croire qu'il y avait une plainte qu'on a inventé les contrats a posteriori. Je veux dire, on veut nous faire croire que dans une boîte, on m'a demandé de rembourser des notes de frais de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Non, mais te connaissant, ça devait être pas mal, hein, quand même. Bon, le montant est public. Sur toutes ces années... Tu bois du San Pellegrino, mais tu bois pas que du San Pellegrino. Sur toutes ces années, on parle de 790 000 pounds. Ok, très bien. 790 000 pounds, soi-disant. Alors, est-ce qu'un jour j'ai fait la fête avec quelque chose d'autre qu'un entrepreneur? Non. Est-ce qu'un jour ma vie perso a été autre chose qu'au service de The Family? Pourquoi les gens donnaient 5% gratuitement? Tu connais une boîte dans le monde qui a réussi à prendre 5% gratuitement de 7 unicornes par faisant autre chose que de la magie et de la fête? Et après, tu viens en petit comptable. Dire, alors attention, le dîner au Noma, là, 12 000 € un dîner. En plus, t'imagines la façon dont ils parlent au juge. C'est qu'ils viennent devant un juge anglais complètement con, en mode ouais, voilà, regardez, c'est une facture de 12 000 € dans un resto, vous voyez bien que c'était pas autorisé. Et je lui dis, ah bah oui, 12 000 € dans un resto, monsieur. Mec, c'est mon boulot d'amener, de dépenser 12 000 € dans un resto. Oui, t'allais pas payer de ta poche, c'est ça ce que tu allais dire. Ouais, exactement. Et en plus, ces 12 000 €, ils nous ont rapporté des millions en deal. Donc, si tu veux quoi, je rembourse tous les restos et tu me donnes toutes les actions, y a pas de problème. En même temps, tu t'es associé avec un inspecteur des finances. Je veux dire, t'es pas associé avec un facteur, hein. Bizarrement, il l'est devenu que l'année où je suis parti. Il y a ça aussi, hein. C'est quand même... on se dit que... Qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années? Ouais, voilà. Faut lui demander à lui. Oui, quand je dis The Family, c'était quand même Oussama avant tout. Oussama, parce que t'es quand même la figure emblématique. Alors, effectivement, on peut dire que Alice, elle a apporté énormément sur le branding, l'image et tout un tas de choses comme ça. Mais t'as pris beaucoup le devant de la scène, donc c'est normal que tu connais l'expression aux États-Unis, hein, when the shit hit the fan.
Et en plus, t'as une superficie, toi, Oussama, je suis désolé de te le dire, quoi, en fait. Donc, forcément. C'est sûr, non, mais c'est sûr. Tu t'es mis devant, et en plus, et les mecs pouvaient se cacher derrière toi. Exactement. Donc, c'était forcé que. Écoute, c'est de bonne guerre. Je vais te dire un truc que j'ai jamais dit, et je vais le dire à toi parce que je pense que t'es l'une des rares personnes qui peut comprendre ce que je veux dire. On a fait une partie de poker menteur quand je suis parti de The Family, en mode bluff contre bluff. Ouais, si tu nous donnes pas ce qu'on veut, on va aller dans la presse. Machin. J'étais avec un des actionnaires de The Family, parce que l'histoire la plus drôle là-dedans, c'est qu'il y a de nombreux actionnaires de The Family qui sont encore mes amis. Hein. C'est bien, s'il y a bien un groupe qui est au courant de ce qui s'est passé, qui continue à me soutenir. Et donc il y a un des actionnaires de The Family qui est devenu mon coloc à Dubaï d'ailleurs, on vit ensemble maintenant. Ouais. Le pianiste Non, ça c'était à Paris, Sofiane. Non. Pardon, excuse-moi, il s'appelle Arthur. D'accord. Tiens, un autre Arthur. Mais c'est pas mon Arthur. C'est pas ton Arthur. Un autre Arthur. Et 24 heures avant que les articles sortent, il me dit, écoute, j'ai parlé avec quelqu'un, là, les articles, c'est imminent, The Family tu vas y avoir. Et je lui ai dit, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, il y a 2 scénarios. Moi, je pense pas que les articles vont sortir, parce que je pense que Alice et Nicolas, ils sont pas assez cons pour détruire leur réputation. Parce que ce que moi, je voyais dans cette histoire, c'est que je me suis dit, on va aller dire dans la presse que je suis un escroc. Bon, grande surprise, Oussama le Libanais, un escroc. C'est pas la première fois, en plus. Ouais, exactement. C'est l'histoire que tout le monde a envie de croire. Ouais. Bon, ouais. Qu'il la croit, ça changera rien à ce que je fais de ma vie et la valeur que j'apporte. Ouais. Par contre, eux, ils vont passer pour des sacrés cons. Parce que 10 ans avec un escroc à le défendre pour finalement se rendre compte de ce que tout le monde leur avait dit, moi, j'aimerais pas avoir ce genre d'image. Je lui ai dit, ils sont pas assez cons pour ça. Mais. Surtout, en plus, quand t'es inspecteur des finances. Surtout quand t'es inspecteur des finances. Ça craint, quoi. Mais, supposons qu'ils le fassent. Ouais. Ils vont me rendre un grand cadeau, c'est qu'ils vont me faire couper la relation avec cette French Tech que je peux plus blairer. Ouais. Et ça va me donner une nouvelle page blanche dans ma vie, et ça, c'est un cadeau rare. Ouais. Parce que les relations humaines, c'est des dettes. Ouais. Qu'il y a beaucoup de gens qui, je savais, ne m'aimaient pas, mais faisaient semblant de m'aimer. Ouais. Avec qui j'étais bien obligé de répondre au téléphone, de les aider, de leur donner des conseils. En plus, dans une culture du gratuit horrible. Ouais. Moi, en France, on paye rien. Mais non, moi, j'ai passé 10 ans à The Family à travailler. Il fallait surtout pas demander de l'argent aux gens. Ouais. Alors, j'avais envie, moi, de demander de l'argent, mais j'avais pas le droit. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est génial. Ils vont couper Dubaï. Alors là, c'est Yallah, mon frère. Ouais. On va pouvoir enfin réécrire une page et réécrire la vie que j'avais besoin. Okay. Et donc, je me suis dit, c'est gagnant-gagnant. Soit ils le font pas, et c'est gagnant, bon, je gérerai la transition. Ouais. Soit ils le font, bon, je vais prendre cher, ça va durer 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, mais bon. À la fin, je sais où est la fin du tunnel, je connais mes capacités, je sais ce que je vais faire comme business, et donc, c'est pas plus mal, ce sera une page blanche comme une autre. Donc, en gros, ça te permet de repartir... Ça m'a permis de repartir de zéro, ouais. Tel un phénix, quoi. Ouais. C'est pas la première fois non plus. Non, j'espère que c'est la dernière, mais je me dis ça à chaque fois, putain, c'est quand même très mauvais, ça. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai regardé un petit peu, c'est vrai que tes exits, ils finissent souvent au tribunal. Hein. Bah, les 3. C'est pas... Comment? Mais c'est dingue, quand même. Je sais pas comment je fais. Qu'est-ce qui se passe? C'est un sort qui s'acharne sur toi? Non, c'est pas le sort, c'est de ma faute. Ouais. Mais, en fait, il y a 3 niveaux. Il y a, premier niveau, quand ça ne m'intéresse plus, je sais plus gérer. Donc, le problème, c'est que tu te fatigues. Ouais, donc j'ai jamais fait de boîte... Et quand tu te fatigues, tu commences à faire des conneries. Ouais. Tu t'endors au volant, quoi. Ouais, exactement. Et puis surtout, j'ai pas la patience de gérer les gens qui sont la dette émotionnelle, qui est là, qui sont accrochés. Oh mon Dieu, notre projet, qu'est-ce qu'on va devenir? Et ils n'étaient pas capables de prendre le volant. Bah, à chaque fois, je leur ai proposé, et à chaque fois, ça finit en procès. Donc, toute évidence. Non. La deuxième chose, je ne sais pas pourquoi, et ça, c'est, j'ai été voir un psy, j'ai fait une thérapie sur le sujet. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, quand même. Tu t'es pris en main. Non, mais il y a un moment quand tu te poses des questions, alors. Bah, quand même, tu te dis, il y a un moment, ça fait 3 fois que ça se passe, c'est forcément moi le responsable. Une fois. Ouais. Ok. 2 fois. Bon, 3, non, il n'y a plus de doute. Ouais, donc, et j'étais voir le psy et on a parlé d'un sujet qui est, je n'arrive pas à comprendre mon attachement à la France. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais ça, c'est une des questions que je te pose, c'est qu'est-ce que tu fous là? Mais je sais pas. Franchement, encore, là, je ne sais pas, j'en ai parlé avec un psy. Alors, je pense qu'on a été explorer un sujet de mon enfance, un traumatisme. La France, c'est le pays qui m'a sauvé. La France, c'est le pays qui m'a donné toutes mes chances. Je me sens, en fait, contrairement aux apparences où je donne l'apparence d'être un très grand ingrat vis-à-vis de la France. Et, en fait, je sais exactement de quoi tu parles. Je suis un très, très grand amoureux de la France. Bien sûr. J'ai envie de rendre à la France. Mais tu sais qu'elle te le donnera jamais, ce que tu exactement. Et en fait, je suis perdu. Hein. Exactement. Et vraiment, The Family,
On dirait Don Quixote qui se dit attends, il va changer l'écosystème français et tout. T'y es presque arrivé. Ouais, je crois pas en fait. Si, t'y es presque arrivé, c'est-à-dire que en fait, quand tu regardes les cartes qui t'ont été distribuées au début, elles étaient pourries. Ok. Donc, c'est normal que tu les jettes et que tu les reconstruis, et tu peux pas les reconstruire avec un modèle classique et traditionnel. Toi et moi, on n'a pas fait les grandes écoles. Moi, je viens de Limoges, mais je m'appelle Carlos Diaz, je suis pas le descendant de Jacques le Croquant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est à peu près écrit, tu vois, je le dis souvent dans mes podcasts. Moi, j'ai passé mon temps à expliquer aux gens en France que j'étais pas portugais. Parce que les gens me posaient ces questions, t'es portugais? Non, j'ai dit non, d'abord, je suis français, mais je suis d'origine espagnole. Et de sentir que, dans les yeux des gens, que espagnol, c'est un peu mieux que portugais. Je sais pas pourquoi, mais c'est jamais aussi bien que français, quand même. Non, c'est surtout ça ce que ça veut dire. Et toi, c'est pareil. Tu t'appelles Oussama, voilà, et tout ça. Donc, il a fallu qu'on joue et qu'on change les règles du jeu, parce que de toute façon, le jeu, il n'était pas fait pour nous, quoi. T'es pipé, ouais. Mais t'y es presque arrivé, toi. Tu penses? Ouais, moi, je pense que t'y es presque arrivé. Écoute. Mais putain, mais à la fin, tu merdes. Et moi, je t'en veux un petit peu de ça. Ouais, tu peux. Parce que je pense que t'as vraiment remué l'écosystème et t'as vraiment changé les choses à un moment où il y en avait véritablement besoin. Moi, j'ai commencé dans la tech en 96. Ouais, vous êtes arrivé en 2013, vous? 2013, ouais. Ouais. Bon, c'était quand même la tech à l'époque. Les jeunes aujourd'hui, ils s'en rappellent pas, mais ça ressemblait à des réunions de comptables au siège du Medef, quand même, cette histoire, tu vois, avec des vieux monsieur qui étaient des banquiers. Qui nous expliquaient la technologie et le monde des affaires. Et vous avez complètement changé ce truc-là et t'as apporté un vent là-dessus. Et d'ailleurs, tous les gens avec qui je parle te reconnaissent ça. Ah ouais? Ok. Tout le monde. Tu sais, les gens, ils te disent... ils disent pas que du mal. Hein. Non, mais il y a des gens qui disent... Tu sais ce qu'ils disent? Ils disent, bon, The Family, c'est Oussama. Ça, il n'y a aucun doute pour personne. Et The Family a fait un bien fou à l'écosystème. J'ai plein de jeunes qui me disent, d'ailleurs, c'est marrant parce que Silicon Carnet, moi, indirectement, je récupère ton truc, qui me disent, il n'y a plus d'espace un peu provoque, anti-système, où on peut parler de la tech de façon détendue, sans se poser la question de est-ce que je sers les intérêts ou de l'État ou de grands comptes X, Y et Z, et on retrouve un peu ce ton-là dans Silicon Carnet, et on l'avait à l'époque de The Family, et il y a un vide. Et donc tout le monde reconnaît, et ça c'est toi en grande partie qui l'a créé. Les gens te reconnaissent aussi beaucoup de culture. Et moi, je me suis tapé tous tes trucs. Hein. T'es un mec smart, t'es un mec super intelligent, t'es super cultivé, c'est pas du pipeau, on sent que tu t'intéresses à des sujets, tu vas deep dedans, t'as un sens du storytelling juste hallucinant, c'est-à-dire que tu sais raconter des histoires. Même Jean, qui est mon pote, quoi, et que tu connais très bien. Moi, Jean, un jour, il m'a dit Oussama, c'est un mec génial. Le seul truc, c'est qu'il faut pas lui confier du pognon. Écoute. Mais à part ça, et quel est le con qui a été lui filer la carte bleue, quoi, grosso modo. C'était ça ce qui se disait. En même temps, c'est assez marrant. Ça me fait toujours rire, cette histoire, parce que The Family, on a levé 15 millions d'euros en 10 ans. C'est pas énorme. Ça fait 1,5 million par an. Ouais. On a créé 150 millions de NAV. Ouais. Et les gens viennent me dire qu'il faut pas me confier de pognon. Mais parce qu'en fait, il y a cette esthétique française de, sous prétexte que tu payes une fête et que t'as des jolies meufs et beaucoup de champagne, ça y est, t'es pas bien dans ta tête. Mais c'est une esthétique très française. Hein. C'est pour ça qu'on ne comprend pas le Moyen-Orient, c'est pour ça qu'on comprend pas la Russie, c'est pour ça qu'on comprend pas tous les pays où les gens savent s'amuser. Et je pense que ça, ils te l'auraient pardonné, les gens. Ça, je pense que tu l'as fait pendant toute une période et que ça causait pas non plus de problème et que c'était OK. Parce que j'étais là et que je providais. Ouais. Le problème, la vraie... C'est quand t'es parti. C'est quand j'ai décidé de partir pour faire autre chose. Ouais. C'est ça le fond du sujet. Et moi, j'ai cru que je partais pour faire autre chose et les gens se débrouillaient. Et en fait, les gens ne se sont ni débrouillés ni fait autre chose. Bon, écoute, t'as construit en tout cas, une chose est sûre, une réputation sulfureuse qui est une sorte de mélange de génie provocateur et... personnage un petit peu borderline. Moi, tu me fais énormément penser, j'en parlais encore hier, c'est les mecs qui me disent « Ouais, mais tu comprends quand même, 3 millions, c'est beaucoup d'argent, ce que machin, nanana. » Je lui dis « Mais... et Bernard Tapie, quoi. On a pris... tu vois, il y a toujours eu ce côté un petit peu borderline, tu vois... truc comme ça, et pourtant... Et lui, il en a pris plein la gueule aussi. Hein. Ce qui me fait, moi, très chier avec cette histoire de 3 millions... Ouais. C'est que ce soit que 3 millions et que les gens T'aurais dû prendre plus?
Non, mais c'est que si j'avais voulu prendre, j'aurais pris beaucoup plus. T'aurais pu prendre beaucoup plus. J'aurais pu prendre beaucoup plus. Ouais. J'ai pas pris 3 millions, et tout le monde qui vient de me faire chier avec ce chiffre de 3 millions me casse les couilles en faisant croire que c'est une grosse somme. Tu n'as pas pris 3 millions. Toi, tu dis, j'ai pas pris ces 3 millions. Non, bien sûr, j'ai pas pris ces 3 millions. On te les devait. Alors d'abord, le vrai montant, c'est pas 3. Factuellement, dans le procès, la somme des SPV en question qui n'a pas été investie, c'est 1 870 000. Déjà. Ouais, ça fait déjà 1,2 million de différence. C'est pas mal. Ouais. Ok. Ensuite, sur les 1 870 000, moi j'ai toujours proposé de rembourser le capital aux investisseurs day one et de rendre ce capital, et j'ai tenu cette somme à disposition. On m'a confié cette somme pour l'investir, je n'ai pas réussi à l'investir. J'ai proposé de rembourser le capital et qu'on rembourse l'investisseur. On m'a dit non, il y a une perte de chance. Ils pensaient avoir investi, tu leur dois 10 fois la somme. C'est ça le débat. Et donc j'ai dit, tant qu'on n'est pas d'accord, je garde la somme et on verra bien. Sauf qu'entre-temps, parce que t'es un hamster dans une roue et que tu fais tourner ta roue, c'est passé plein de trucs en fait, et que ce 1,8 million, il y a eu plein de projets qui sont passés, etc. Et que aujourd'hui tu les as pas, ce 1,8 million. Bien sûr que si. Tu peux. Mais bien sûr. Tu leur as proposé. Mais bien sûr. Tu continues encore aujourd'hui. Mais je l'ai proposé 200 fois. Donc en fait, ils veulent vraiment que tu payes beaucoup plus. J'ai même publié sur LinkedIn une offre où, à un moment donné, j'en avais tellement marre. Ouais. J'en ai un procès par semaine dans un nouveau pays. Ouais. J'en suis à plus de 2 millions d'euros de frais d'avocat. Okay. Et à un moment, j'en ai marre. Je vais voir mes avocats. Je leur dis, écoutez, tout sur tout. C'est-à-dire que si à la fin, The Family me prend tout ce que j'ai, j'ai à peu près 15 millions. Vas-y. On leur donne tout. Tout filer tout. On leur donne tout. Parce que toi, tu sais que tu vas reconstruire la valeur. Exactement. Donc, et juste, je veux juste une chose. C'est qu'on toute la paix. Une chose. C'est un disparaging agreement en échange pour qu'on arrête de parler de moi. Explique ce que c'est. Parce que... Donc, disparaging agreement, c'est t'arrêtes de parler de moi. Tu n'as plus le droit de parler de moi. Quand on te fait un call de référence, tu ne parles pas de moi. Désolé, je peux pas parler de Je peux pas parler, j'ai un contrat avec lui. Il y a un journaliste qui t'appelle, tu ne peux pas parler. C'est la seule chose que j'ai demandé en échange des 15 millions. D'accord. Refusé. Et la lettre, normalement les accords c'est confidentiel, j'en ai tellement marre, je l'ai publié sur LinkedIn contre l'avis de mes avocats. Donc c'est pas une question d'argent en fait. Non, bien sûr que non, c'est pas une question d'argent. Ils ont le seum, ils me voient comme... Donc, si tu veux, pendant le Covid, moi j'ai vécu ma best life, et eux ils ont été malheureux à suivre des règles. Et ça a montré un grand écart philosophique entre leur façon de voir le monde et la mienne. Ma façon de voir le monde, c'est que je pense pas que l'État nous veut du bien. Je ne pense pas que les règles sont là pour nous protéger. Je ne pense pas que j'ai une responsabilité morale à montrer aux gens que je dois faire attention, porter un masque et me vacciner. Donc tu t'es barré. Et donc j'ai vécu ma life. Je me suis même pas barré. J'ai transformé mon appart en resto à Paris et on a vécu notre best life avec d'ailleurs les meilleures élites parisiennes qui sont toutes venues manger chez moi. Ah ouais. À l'époque. Oui, bien sûr. Okay. Et qui les mêmes après sont allés dire ah nanani c'est pas bien le Covid ah là là les gens. Mais ça c'est la France. L'aristocratie française a toujours vécu en dehors des règles. Moi je suis pas un membre de l'aristocratie mais j'ai eu accès à ces gens-là. Je les ai nourris, je les ai invités à ma table, j'ai festoyé avec eux. Et puis le jour où ils se sont rendus compte que en fait attends ça pue. Ça pue, ils se sont tournés. Mais très bien. C'est leur rôle, c'est pas surpris de ça. Non, mais j'en veux même pas. J'ai même pas la moindre animosité ou le moindre truc. Non, c'est comme ça, c'est factuel. Maintenant, le sujet, c'est que cette profondeur de différence de philosophie nous a amené dans un conflit qui est maintenant un conflit idéologique. Nicolas Colin, il a besoin de dire que je suis le roi des escrocs pour avoir, et que surtout il m'a puni, il m'a détruit, il m'a mis sous terre, pour pouvoir, il l'a dit chez Mathieu Stéphanie, avoir un poste et qu'on le gratifie d'une récompense. Que l'écosystème se souviendra. Et je sais pas quel abruti il a été parlé, qui lui a dit on te jugera à la façon dont tu traites cette affaire tu traites l'affaire de famille. Absolument. Donc lui, il s'est mis en tête de me mettre en prison. Alice aussi, quelque part, elle dit on a une responsabilité vis-à-vis des actionnaires et on se doit et je me dois. S'ils avaient une responsabilité vis-à-vis des actionnaires et pas leur gueule. Ils auraient fait de l'argent, remboursé tout le monde, créé de la valeur. C'est ce que demandent les actionnaires avant tout. C'est que tu leur ramènes de l'argent. Ils ont pas fait un deal depuis que je suis parti. Pas un. Soi-disant, c'est pas possible. Moi, j'en ai eu tellement marre que j'ai créé The Labyrinthe juste pour voir si je pouvais encore prendre des parts gratuitement. J'ai pris 20 boîtes en 3 semaines. C'est quoi cette histoire de The Labyrinthe? Outre la référence, parce qu'on est tous les deux des gros amoureux de Borges. Ouais, exactement. Outre la référence. Ça fait plaisir. Bah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on va en parler. Regarde, je le porte en permanence. Formidable, formidable. Donc, on va en reparler de Borges, parce qu'il y a plein de choses de Borges. Un jour, mon avocat vient et me dit, parmi les claims de The Family, ils sont en train d'introduire un claim de plusieurs millions, comme quoi j'ai jamais apporté de valeur
Et à cause de moi et à cause de ma mauvaise réputation, ils ne peuvent plus prendre de parts gratuitement dans les boîtes. Donc tu les as contaminés. Donc je les ai contaminés, et donc ça leur fait perdre de l'argent. Ouais. Et je regarde l'avocat comme ça et je lui dis, putain, moi je posterais un message sur LinkedIn, je suis sûr que j'aurais 20 startups qui me donneraient 5% de leur boîte gratuitement. Ok. Et des bonnes boîtes. Et tu t'es dit, chiche. Et l'avocat me dit, ah, si vous pouviez le faire, ça nous protégerait. Je sais pas, hold my beer. Ouais. J'ai posté le message, j'ai pris 20 boîtes. Alors, comme j'ai pas envie de faire chier les boîtes, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai dit, on va faire un truc très simple. Je vais pas prendre d'equity parce que, en ce moment, sinon, si je suis dans votre cap table, ouais, c'est la fin du monde. Ouais. Mais par contre, on va faire un deal très simple. C'est que vous allez rentrer dans mon programme, je vais vous coacher, vous allez lever des fonds, et je veux juste une chose en échange, mieux que de l'equity, c'est une vidéo d'1 heure où vous racontez mon impact sur votre boîte, et que vous faites ces témoignages publics. Quand vous avez passé série A, série B, vous êtes, t'es bien et tout, tu reviens avec un boomerang. Et donc, mon but, c'est de préparer 20 boomerangs qui, dans les 5 à 10 ans qui viennent, reviendront dans la gueule de tout le monde, en mode masterclass, avec ce Nicolas Collin et Alice Aguirre qui disaient partout, le modèle The Family est fini, c'est plus possible de le faire, etc. Ouais. Et donc, ça prouvera la vérité, c'est que le modèle The Family, effectivement, est un modèle rare, qu'il a été fait par moi et pas par eux, et que c'est pas qu'il est mort, c'est qu'ils en sont incapables. C'est là que t'es très fort, en fait. Ouais. Mais non, mais c'est-à-dire que t'as cette capacité, t'as une côté un peu alchimiste, à transformer du plomb en or, quoi. Ouais. Jusque là, voilà. Et peut-être aussi de l'or en plomb, des fois, de temps en temps. Ouais, ça, forcément. Tu peux pas tout réussir. Des fois, ça marche pas. C'est ce que je veux dire. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que t'as quand même une capacité, et tout le monde le dit d'ailleurs, et il est fort, il arrive à retourner le truc. Moi, en fait, en réfléchissant, je me suis dit, il sait qu'il va perdre devant les tribunaux. T'as déjà commencé un petit peu à perdre. Tu m'as dit aussi que t'avais gagné des procès. Ça, personne ne le dit, d'ailleurs. Personne ne le dit, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais il a déplacé le procès. Il a mis le procès ailleurs, et t'as mis le procès sur la scène publique, quoi. C'est-à-dire que tu... Et là-dessus, t'es sûr de gagner, quoi. Juste, je vais te lire un petit truc. Parce qu'en fait, c'est pas que je vais perdre devant les tribunaux. C'est que tout le monde s'en fout que je vais gagner devant les tribunaux. Puisque on n'est pas jugé devant les tribunaux, on est jugé dans l'accusation dans la presse. Et c'est fini. J'ai été condamné. Mais la presse, aujourd'hui, on s'en fout. Oh non. Alors ça... Tu crois qu'il y a... C'est encore... Alors, je n'arrive plus à ouvrir un compte en banque dans le monde. À cause de ça. À cause de ça. Je n'arrive plus à faire un deal où que ce soit avec mon nom à cause de ça. J'ai un stagiaire qui voulait venir faire un stage avec moi. Son école lui a refusé le stage parce qu'ils ont tapé mon nom dans Google. Et ils ont vu les articles dans la presse. Je suis en train d'écrire un film sur l'histoire du Liban et les Phéniciens. Je travaille avec une universitaire superbe. Elle a arrêté du jour au lendemain parce que son président d'université est venu me voir. J'ai lu un article dans les Échos sur Monsieur Hamar. Faut arrêter tout de suite de lire. Donc non, la presse, on ne s'en fout pas. Les normies, nous, on s'en fout. Mais les normies, ça compte beaucoup. Et interagir et faire du business sans jamais avoir affaire aux normies, bon courage. Les moldus restent très importants dans ce monde plein de magie. Mais écoute... En ce moment, il y a un juge qui a écrit un petit texte, une décision sur ton affaire, sur notre affaire, et elle est très intéressante parce qu'en fait, c'est un juge d'une haute institution française qui a vu tous les dossiers, tous les documents, tout ça. Cour de cassation. Cour de cassation. Alors, c'est un rapporteur de la Cour de cassation et qui dit, en toute hypothèse, la Cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer, parce qu'on avait en appel, n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, considérant implicitement mais nécessairement dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le jugement de la Grande Cour des îles Caïmans du 2 mai 2022, non motivé, ne pouvait être considéré comme un jugement sur le fond consacrant la moindre responsabilité de M. Hamar. Grosso modo, le jugement des Caïmans d'un point de vue droit, d'un point de vue procès ne vaut rien, car il n'est pas motivé, ils ont juste copié-collé les accusations parce que j'étais pas là. Ensuite, il dit... J'aimerais rappeler qu'aucune décision de justice n'était venue confirmer les accusations de détournement de fonds. Aucune des actions civiles engagées tant en France qu'à l'étranger contre M. Hamar n'a donné lieu à un jugement sur le fond, consacrant sa responsabilité et prononçant à son égard une condamnation pécuniaire pour les faits reprochés. Ensuite, il ne pouvait donc être déduit des différentes procédures engagées par les sociétés The Family la preuve de ces détournements. Donc aucune preuve. Et alors là, le meilleur vient. Les propos tenus par M. Hamar, bien que nombreux, devant les journalistes ou sur les réseaux sociaux, son absence d'explication sur l'utilisation des fonds prétendument détournés ne sont pas une reconnaissance équivoque de sa part des agissements délictueux qui lui étaient imputés.
Ok, donc faut arrêter de sortir de leur contexte une phrase par-ci, une phrase par-là. Merci beaucoup. Et alors, si les pièces produites par les sociétés The Family établissent l'existence de flux financiers entre les protagonistes et pouvaient susciter des interrogations sur la destination des virements litigieux et l'origine de la construction du petit manoir, elles étaient toutefois insuffisantes à rapporter la moindre preuve des prétendus abus de confiance et blanchiment au préjudice des sociétés The Family. Oui, parce que c'est ça la liste, hein, que c'est détournement de fonds, c'est blanchiment en bande organisée. Voilà. Et donc là, tu as un juge qui dit, écoutez, j'ai vu tous les docs, tous les machins, il n'y a pas la moindre preuve. Ils obtiennent des décisions dans des juridictions où il n'a pas les moyens de se défendre, qui sont des décisions par défaut, où il n'a pas d'avocat, il n'a pas de défense. Bon, bah nous, juges français, on considère que ça vaut rien. Est-ce que qui que ce soit a fait un article là-dessus? Non. Non. Ouais. Et personne n'en fera. Parce que tu considères que ton sort est scellé déjà, quoi, en fait. Quoi. Pas mon sort. Le sort de 100% des accusés dans la presse. Ouais. Je veux dire, t'es accusé dans la presse, on fait un article, t'es blanchi 5 ans après. Ouais. S'il y a une ligne, c'est que t'as vraiment le bras long. Ouais. C'est l'affaire Outreau de la tech, quoi, en fait, ton truc. On n'est pas loin. Bon, ces procès, il en reste, là. Et t'en as pour combien de temps, de cette histoire? Ah bah, je pense qu'on est parti pour des années encore. Ouais. Ouais, c'est normal, ouais. Tu t'y prépares? Tu te défends toi-même, non? Ouais, alors il y a des endroits où j'ai été obligé de me défendre moi-même. En plus, j'aime bien la construction des narratives. Le Monde a dit que j'avais pris une IA parce que je suis complètement con. Et que oui, j'ai entendu ça. Ouais. Non, il n'y a pas de commis d'office en Angleterre sur les affaires civiles. D'accord. Ouais, donc t'es obligé de te démerder tout seul. T'étais obligé de te démerder tout seul. Mais écoute, j'ai appris plein de choses. Mine de rien, j'ai fait une vraie procédure en Angleterre en étant l'avocat, en faisant le machin. Bon, je me suis fait éclater. Mais j'ai appris. C'est comme quoi, ça sert à quelque chose de passer le barreau, quoi. Ouais, comme quoi ça sert à quelque chose de passer le barreau. Comme quoi les IA sont pas encore au point. C'est ça, exactement. Je l'ai vérifié first hand. Mais bon, à la fin de la fin, de toute façon, il va rester une situation très simple. C'est qu'ils vont me condamner à un montant. 15 millions, 20 millions, 25 millions, on verra jusqu'où ils montent. Et il va falloir aller saisir ce montant. Ouais. Et là, en fait, va commencer une nouvelle procédure, qui est une discussion sur la valeur de mes actifs, sur machin. Ouais. Bon, la chose simple qu'ils vont me saisir, c'est mes actions de famille, qui est leur... Tu vois, et d'un seul coup, tu verras... Donc là, aujourd'hui, Nicolas Collin, dans un document légal, valorise mes actions de famille à pratiquement rien. Il dit que ça vaut rien. Ils le savent, les actionnaires, ça? Parce que si tes actions ne valent rien, ça veut dire que les leurs non plus. Exactement. Mais tu verras que 3 semaines après qu'il les ait saisis, d'un seul coup, les actions vaudront quelque chose. Ah, intéressant. Et là, c'est pour ça qu'ils font rien en ce moment? Ouais, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de parts qui valent beaucoup d'argent, etc. Alors, c'est là où il va y avoir un truc très drôle, qui s'appelle le temps. Ouais. Parce que, en fait, comme ils vont saisir des actions en disant que ça vaut rien, mais qu'en fait, elles valent quelque chose, et ben ils vont créer une liability pour eux et l'ensemble des actionnaires de The Family. Ouais. Et moi, je vais vivre ma vie, je vais redevenir riche, parce que ça, c'est forcé. Puis il y a un moment, je vais avoir beaucoup de temps et à nouveau les moyens de prendre des avocats, des machins. Ouais. Et ce jour-là, strike back. Contrairement à Bernard Tapie, qui a eu à peu près la même affaire avec Adidas. Mais c'est pour ça que je faisais ce parallèle avec Tapie. Exactement. C'est la même affaire. Et j'ai appris de son expérience et de ce machin. Tu vois, je pense que l'erreur fondamentale que Tapie a fait, c'est mentalement se dire il regagnerait jamais cet argent. Ouais. Et que c'était pas possible et qu'il fallait, qu'il avait besoin d'obtenir justice. On sent chez lui un besoin de justice. Moi, j'ai aucun besoin de justice. Je vais aller gagner 50 fois cette somme. Pas de justice, mais... La vengeance, c'est mieux que la justice. Ouais. C'est beaucoup mieux que la justice. C'est une forme de justice. Tu te la rends toi-même. Ouais, tu te la rends toi-même. Tu te la privatises. C'est ta justice. C'est ta justice. Ouais. Et t'as pas besoin d'une institution et un tiers. Et je pense que c'est la différence entre permissionless et permission for. Ouais. Tapie était dans un monde permission for. Il avait besoin que le système le reconnaisse. Ouais. Moi, le système, c'est fini. Tu sais que de toute façon, tu sais que... D'ailleurs, je lui en veux pas, je l'aime bien, il reste à sa place, il vit sa vie. Ouais. Je lui souhaite le meilleur. Sauf que t'es encore là, hein, ça va. Non, je suis là en direct avec mon public. Ouais. Je suis pas dans le système, frère. Ouais. C'est pas, je suis là parce que le système ne peut pas m'empêcher d'être là. Et tu crois que, par exemple, des Alice ou des Nicolas, eux, ils ont besoin de revenir dans le système. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre hors système comme ça, c'est ça? Je pense qu'ils font tout pour. Ouais. Mais j'aimerais bien les voir vivre en dehors du système. Qu'est-ce que tu risques, là? À un moment donné, je risquais de la prison. Ouais. Maintenant, je risque plus.
Peut-être qu'en France, il y aura une procédure pénale. Bon, j'y crois pas, parce que je pense que ce sera quand même très facile de prouver mon innocence. Comme le juge français dit, que tu vois, qu'un juge français écrit dans un truc prétendu détournement, je trouve... Donc là, t'as plus peur d'aller en tôle? Non. Ça t'a fait peur à un moment? Ça m'a fait peur à un moment, tu t'es dit, ils vont me foutre en tôle. Ouais. D'ailleurs, ce qui m'a fait peur, c'est pas d'aller en tôle, parce que je pense que cette expérience ne serait qu'une corde à la longue litanie des histoires. Mais moi, j'avais ton émission. Hein, le jour où tu rentrais en tôle, on créait une émission qui s'appelait Prison Tech. Ouais. Au lieu de Prison Break, en fait, quoi, tu vois. et je me suis dit, il va transformer tous ses roommates qu'en fait en entrepreneurs. Exactement. Il va nous faire un truc comme ça, quoi. Donc. Mais j'ai pas envie de faire ça à ma mère. C'est tout. Ouais. C'est ma seule limite émotionnelle. En fait. Elle le vit comment? Elle est au courant? Ouais, elle est très. Tu la tiens au courant? Bah, elle se tient au courant. Elle se tient elle-même au courant. Partout. Ouais. C'est le nombre de gens qui trouvent son profil Facebook ou Instagram et lui envoient les articles. T'imagines pas? Ah ouais. Bien sûr. Ouais. Les gens n'ont aucune limite, aucun remords. Ouais. Mais si tu veux, elle, dans sa tête, elle se dit que de toute façon, la jalousie. Elle, sa façon de voir les choses, c'est les gens sont jaloux. Tu es trop visible, tu fais trop le malin, forcément la jalousie va te revenir dans la gueule. Tu t'es encore fait remarquer. 100% c'est de ta faute. C'est ta faute. Ouais. C'est un peu ça son discours. Elle t'engueule? Ouais, bien sûr. Tu te fais engueuler. Hein. Ouais, c'est la seule qui peut vraiment m'engueuler. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. On va parler de tout le reste. Ouais, avec plaisir. Ça, c'est qu'une petite partie. Alors, de quoi on m'accuse? Parce que là, je suis curieux, quoi. Ouais, je pense que c'est marrant. Je te disais, donc il y a des gens qui aussi te reconnaissent énormément de talent. Non, alors, un truc que j'ai entendu, Oussama, c'est un narcissiste, c'est un narcissique mégalomaniaque, quoi. En gros, il a un sentiment de supériorité, il pense qu'il est unique. La singularité, c'est quelque chose dont tu parles régulièrement. Tu dis, moi, je n'aime que les gens qui ont une forme de singularité, qui sont spéciaux. Ouais. Bon, ça c'est clair que toi tu l'es, hein, ça c'est évident. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit un truc très intéressant. Il m'a dit, en fait, il envie les autres et il a tendance à croire que les autres l'envient aussi. Ah ouais. Ouais. Alors là. Et c'est pour ça qu'il nous explique sa vie à Dubaï, son pognon, son machin, son truc, tout ça. Ça, c'est une vision tellement franco-française. Ouais, il y a certainement du tabou avec l'argent, hein, ça c'est sûr. Ouais, alors tu sais, moi, ma vision de ma vie à Dubaï, machin, je vais sur un podcast avec 2 copains une fois par semaine. Ouais. Et on parle naturellement comme si on parlait en privé. Ouais. Et le fait qu'en France, on soit dans un pays où on peut pas parler de luxe, de bons hôtels, de bons restos, de jolies nanas, de belles voitures. Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Ah non, mais bon, ici, il faut se cacher. Tu sais bien, les riches, ils se cachent. Hein, mais c'est pour ça que je suis très heureux à Dubaï. Ouais. Mais que c'est pas du tout une volonté d'afficher, c'est juste une volonté de partager. Moi, le podcast hebdomadaire sans permission, c'est ma thérapie à ciel ouvert avec 2 copains. Pour tu vas parler, échanger. J'avais enlevé cette chef d'accusation de détournement de youtubeur, ça j'avais mis quoi en fait. donc non, alors là alors je pense que vraiment j'envie personne. Tu te considères pas comme quelqu'un de narcissique? Alors narcissique, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que je m'aime? Oui. Est-ce que c'est malsain? Je sais pas, les autres le diront. En tout cas, le succès des autres me fait beaucoup de joie. J'ai une très grande compersion d'ailleurs. Sinon, à The Family, je serais mort de jalousie. Hein. Ouais. J'ai accompagné des gens qui m'ont rien donné en échange dans leur succès. Donc, t'es pas un pervers narcissique. Bah, mais on est tous un peu narcissiques, comment tu veux que je te dise que je suis un pervers narcissique ou pas? Si je l'étais, de toute façon, je m'en rendrais pas compte. Ah, tu sais que si tu niais le fait que tu es un narcissique, ça te ferait de toi un pervers narcissique. Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoute. donc j'ai passé le test. T'es passé le test. Là. Mais bon, oui. Mais alors cette histoire, j'envie les autres et je crois qu'on m'envie. Bah non mais regarde Oussama, je te le dis autrement. Tu pars du ruisseau, ok, et je sais ce que ça veut dire, le chemin, je le connais, et je pense que les gens n'ont pas conscience du chemin. Ouais. Ça c'est évident. Et forcément, quand tu pars du ruisseau et que tu vois les autres et que tu te dis ta mère, mes parents, c'est pareil, c'est des gens qui ont bossé toute leur vie, quoi, comme des chiens pour faire en sorte que
on manque de rien à la maison. Moi, j'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit. Et pourtant, j'ai vécu en HLM jusqu'à l'âge de 17 ans. Tu vois, j'ai été pris à Sciences Po, j'ai pas pu y aller parce que mes parents m'ont dit, je suis désolé, on peut pas te payer un appartement à Paris. Donc, tu vas à la fac en face, quoi. Tu vois, tout ça. Et malgré tout, on y arrive et tout ça, et les gens se rendent pas compte. Mais il y a quelque part dans ce chemin-là, on a un peu une rage quand même, on a un peu une haine. Ouais, mais alors c'est marrant parce que moi, pas du tout. Tu l'as pas eu, donc tu t'as pas eu un moment où tu dis, mais ouais, mais moi, j'envie ça, quoi, en fait, ce monde-là, on va pas me le donner, mais je vais me le créer. Non. En fait, c'est assez marrant. Mais tu l'as fait, tu t'es créé ce monde-là toi-même. Oui, mais pas pour ça, en fait. Je m'en fous. Tu te rends pas compte à quel point je m'en fous de ce monde et de ces choses-là. Moi, d'abord, j'ai pas la même histoire. Moi, j'ai une famille, quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, ma famille était riche. Et ils étaient riches dans leur tête. Pas au bon endroit. Non, au très bon endroit, Kinshasa, Libanais. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Moi, j'avais 2 nounous qui me couraient après, parce que je faisais du vélo, et l'appart était tellement grand, je pouvais faire des dérapages dedans. Donc, ok, donc j'ai fait un parallèle avec toi, donc en fait, non, t'es un sale bourgeois. Donc, jusqu'à 7 ans. Puis à 7 ans, du jour au lendemain, on me réveille la nuit, on me dit, c'est la révolution, on va aller à Tours, ta tante a un restaurant libanais, je suis au premier étage d'un kebab, on est 5 dans la chambre, et je suis avec mes frères et mes sœurs, on est littéralement 5 dans une chambre et ça pue le kebab. Et mon niveau de bonheur, exactement le même. Et moi, ma mère, elle m'a dit, les apparts en France, ils sont petits parce qu'il fait froid. Donc il faut qu'on reste les uns aux côtés des autres. Et donc en fait, je pense que les gens sous-estiment à quel point la capacité de storytelling de ma famille m'a fait vivre dans un monde magique où moi, la première fois que j'ai compris qu'on était pauvre, je devais avoir 13 ans. Mais vraiment, genre, je me dis, ah, tiens, c'est marrant. Et je me souviendrai toute ma vie, c'est une nana qui s'appelait Léa qui m'a invité chez elle, à Tours. Léa le jeune. Pas le jeune, mais Léa. Paix à son âme. Et elle m'a invité chez elle, et elle vivait dans un manoir. Ouais. Tiens. Et je la regarde et je lui dis, ça va l'hiver? C'est pas trop. C'est pas toi? C'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, ta mère, ce que tu racontes là, c'est que c'est un peu la vie est belle, quoi. Ah, mais ma mère, c'est la vie est belle. Ouais. Ah, mais complètement. Moi, j'ai eu cette éducation-là. Avec ce film. Et donc, je me souviens toute sa vie, de sa tête, genre, non, on a le chauffage. Ah, ouais. Ah, et tu sais, dans ma tête, je suis genre, mais qu'est-ce qu'elle raconte, ma mère? Et je me souviens de rentrer dans cette maison, cette grande bourgeoise, cette mère de Léa, je sais pas si elle regardera cette vidéo, qui m'accueille avec cette voix que seuls les grands bourgeois et tout. Et je me suis senti chez moi, comme si j'étais au kebab. Au kebab pareil, quoi, en fait. Et en fait, ça, mon vrai pouvoir, c'est que tu me mets dans un shawarma, dans un grand resto, dans un hôtel, dans un petit hôtel, dans machin, mon niveau de bonheur est le même. Ouais. Quand The Family a bloqué tous mes comptes, etc., j'ai dormi pendant 6 mois, l'année dernière, sur un fauteuil, pas l'année dernière, j'ai raconté 4 ans maintenant, sur un fauteuil dans le salon d'un pote. Ouais. Mais je me levais tous les matins avec le même sourire et la même patate. J'avais pas. T'avais un peu plus de mal au dos quand même. Je vais me venger. Très confortable le fauteuil. Ouais. Je vais me venger. Non, il y a des vengeances utiles. Je pense que de temps en temps, il faut savoir donner des coups parce que t'es dans des guerres et que si c'est pas toi qui tue, on te tue. Mais il y a rien de personnel. Ouais. Vraiment. Alors, et tous les gens qui essaient de tirer de cette animosité personnelle, ce machin, les gens, les trucs, l'envie, la jalousie. Attends, je suis pas polyamoureux pour rien. Si t'es à l'aise à l'idée de partager ta femme, t'as pas le seum qu'un mec gagne plus d'argent que toi. Polyamoureux, donc justement, là je l'ai, hein, c'est le prochain sur ma liste. Merci, tu fais la transition parfaite. C'est quoi? C'est une façon polie de nous expliquer que t'es échangiste, hein. Alors c'est très différent de l'échangisme. Okay. Parce que l'échangisme. Explique-nous ça, parce que. L'échangisme, c'est tu vas dans des salles où il y a 50 personnes toutes nues et tout le monde baise avec tout le monde. Alors c'est pas l'ambiance. J'ai jamais. Alors je n'ai rien contre. La dernière fois j'ai dit j'aime pas l'échangisme. Ils me sont tous tombés dessus. Ah tu devrais essayer. Non, je n'ai rien contre ces gens. Chacun vit sa vie. Moi, mon esthétique, elle est pas là. Mon esthétique, elle est dans la liberté amoureuse de la relation one-to-one. Ouais. Tu vois. Donc c'est quand même il y a un couple qui est créé. Il y a plusieurs couples. Multi-couples. Il y a multi-couples qui sont créés. Mais c'est pas juste c'est pas une affaire de cul que de ça, quoi. Machin, et c'est beaucoup plus sur les relations et sur la profondeur des relations que tu peux développer avec les gens. Et le polyamour, c'est une idée toute bête qui est que tu ne peux pas avoir 100% de tes besoins avec une personne et tu peux en aimer plusieurs. Pour différentes raisons. Exactement. Okay. Et chacun, et tu vois, les relations. Donc tu t'arrêtes d'évaluer la qualité des relations à leur durée.
T'as des relations courtes, des relations longues, t'as des relations profondes, des relations superficielles, t'as des aventures, t'as des flirts, t'as des drames, tu vois. Et toutes ces formes-là peuvent coexister, vivre en harmonie, à 2 conditions. La première, c'est que tu sois radicalement honnête. Ouais. Parce que il y a quelques règles. Il y a quelques règles. Tu peux pas, tu dois dire les choses, tu dois savoir et communiquer, etc. Et tu dois être très très bon en Google Calendar. Ou avoir un assistant. C'est vraiment, je pense, les deux. L'assistant, bon courage. À mon avis, il comprend pas les subtilités et sensibilités de ça. Mais si t'es bon en logistique, ça se gère bien. Oussama, est-ce que cette histoire-là de polyamour, et je la comprends et je trouve ça très intéressant, je devrais peut-être m'y pencher. Mais est-ce que c'est pas juste une question de faire chier le bourgeois, là, cette histoire? Mais pas du tout. Alors, mais encore une fois, mon bonheur ne passe pas par le malheur des autres. Ouais. La vérité. Non, parce que c'est ce que les gens disent. Ils disent, ouais, regarde, il est dans ce truc-là. C'est une façon de nous montrer que nous, dans notre petit couple, et dans notre petit train-train, oui, on a décidé de respecter le système et la monogamie, et il vient nous faire chier en nous expliquant que, ben oui, on sait que notre vie est merdique. Voilà. Okay. Tu te rends compte que tu as... il y a un peu de ça. Mais non. En fait, moi, j'ai développé ces idées-là. Chaque fois que j'ai lu dans la littérature... C'est pas nouveau, alors? Non. À chaque fois que j'ai lu dans la littérature un truc de ce type-là, ça m'a plu. Et on m'a répété que c'était pas possible, à tel point que j'ai essayé de me marier, j'ai eu une femme et j'ai été malheureux. Voilà. Pas d'enfant? Pas d'enfant, Dieu merci, putain. Ouais. Si j'avais eu des enfants. Et donc, j'ai été malheureux dans cette monogamie. J'ai vécu, j'ai essayé la fameuse monogamie qui rend tout le monde malheureux. Puis j'ai lu un livre que j'invite les gens à lire, qui s'appelle Ethical Slut, la salope éthique. Et puis ce livre, ça a été une révélation. Et je me suis dit, attends, génial, je peux vivre ma vie et j'ai pas besoin de rendre qui que ce soit malheureux. Et je vais vivre ma vie dans le coin. Je vais te dire pourquoi j'en ai commencé à en parler. Parce que j'ai mis du temps à en parler, parce que pour moi, c'était une affaire privée. Donc, en fait, ça fait longtemps que ça fait très longtemps que je vis comme ça, et c'était une affaire privée. Et c'est devenu une affaire publique, parce que j'ai eu une discussion avec un ami qui m'a dit que je le veuille ou non, le régime matrimonial est une affaire d'ordre public. C'est-à-dire? Quand tu es gay, le fait que tu aies besoin de faire un coming out, c'est pas pour faire chier les gens, c'est parce que tu as des situations de vie où tu ne peux pas cacher aux gens le fait que tu aimes les hommes, et que si tu veux avoir une vie complète, harmonieuse et normale, tu as besoin de pouvoir faire ça. Et il m'a dit, je ne vois pas pourquoi le polyamour serait différent. Et c'est vrai que si tu veux pouvoir le faire à Noël, si tu peux pouvoir aller à l'hôpital quand quelqu'un est malade et machin, bah t'as besoin de lutter pour ce statut-là, t'as besoin d'une reconnaissance passive. Hein. Les gens n'ont pas besoin de devenir polyamoureux. Je ne cherche pas de polyamoureux dans mon polycule. Je n'ai jamais incité qui que ce soit à devenir polyamoureux. Je dis simplement, je suis polyamoureux, merci de respecter mon choix, merci de me laisser vivre ma vie en paix, tranquillement. Et oui, le statut matrimonial a forcément une part de publicité, parce que s'il n'a pas une part de publicité et qu'il est 100% secret, alors il n'est pas complet. Ouais, mais tu vois, t'as pas choisi gay, t'as choisi un truc qui est un peu nouveau, qui crée aussi un statut et une singularité particulière. Écoute, je suis pas... Enfin, et alors ? Enfin, est-ce que Dieu a mis les vaches en Normandie parce que les mecs là-bas aimaient le camembert ? Ok. C'est, tu sais, en latin, on dit, on dit hoc proc propter ergo hoc. C'est pas parce qu'il y a une cause à une chose que la chose est la cause. Ok. Bien sûr. C'est pas, évidemment que. Donc il n'y a pas de construction derrière ça. Évidemment que, vu la personne que je suis, la liberté que j'aime, la passion profonde de la liberté que j'ai, et j'ai compris c'est clair. très 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 profondément que quand je suis libre, je suis heureux, quand je suis pas libre, je suis malheureux. Ça, ici, là, profondément. Qu'à chaque fois que quelqu'un vient limiter ma liberté, mon mood il s'écroule. Que quand quelqu'un vient m'imposer des règles, mon mood il s'écroule. Que quand j'ai le droit d'exprimer ce feu, mon mood il monte. Et bah, je suis libertarien. Je suis polyamoureux et je fais du business parce que en fait c'est la cohérence logique à ce besoin de liberté profond et moi je pense que j'en ai développé une thèse théologique, c'est que je pense que la guerre entre la liberté et l'autorité est depuis la nuit des temps là et qu'en fait ce fameux combat entre le bien et le mal, Lucifer et machin, c'est pas un combat aussi simple que l'on pense et je pense que les partisans de la liberté perdent depuis des milliers d'années. Et que, en fait, tu regardes bizarrement, les partisans de l'ordre ont réussi cette dinguerie à nous faire croire qu'ils représentaient le bien. Que sous prétexte qu'ils sont dans le contrôle, ils sont dans la protection. Sous prétexte qu'ils nous empêchent de sortir. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et donc, on accepte de se contraindre et on accepte de réduire nos libertés parce que
Parce que on nous dit non, mais c'est pour votre bien, tout ça. Eh ben, je serai un guerrier de la liberté, et ce sera mon identité, et ma forme de vie, et ma forme de fuck you. Ouais. Point. Donc les wokistes, on est complètement dans ce truc-là, quoi. C'est-à-dire les wokistes, c'est un enfer. Oui, on est d'accord. C'est des gens qui... C'est vraiment les nouveaux ennemis de la liberté les plus terribles. J'ai un pote très conspirationniste qui me fait toujours rire. Ouais. Et bon, il me raconte toujours des trucs. Et j'avoue que j'aime bien écouter d'une oreille amusée. Et là, il m'a fait flipper. Parce que pour la première fois, il m'a dit une théorie. Je me suis dit... Et j'étais comme ça. Vas-y. Attends, mais si ça se trouve, c'est vrai. Donc, sa théorie, c'est que les wokistes ont été inventés par le KGB. Et il a des preuves... Tu veux dire que Sandrine Rousseau serait un produit du KGB? Sans le savoir, ouais. Et il a des preuves assez solides. On fera un épisode sur le sujet. Waouh. Ouais, parce qu'en fait, sa façon de penser au truc... c'est du hot take, là, ça repose sur... Sa façon de répondre au sujet, c'est un mec très intelligent. Ok. C'est pas un conspirationniste de bas niveau. C'est un conspirationniste de haut niveau. Dan, et toi, ouais, ceinture noire. Ceinture noire, machin, il sait faire des vraies recherches et tout. Bon, mais son argument est assez marrant. Son argument est de dire que le wokisme est un phénomène idéologique beaucoup trop homogène pour ne pas avoir été créé ex nihilo. Ah, intéressant. Il part de ça. Ensuite, il remonte... Tu peux dire la même chose du maoïsme, hein, quelque part. D'ailleurs, le maoïsme est une invention, c'est justement son point. Ouais. C'est que c'est des inventions... alors, c'est pas les services de renseignement pour le maoïsme. Non, mais ça sort du Parti communiste. Ça sort du Parti communiste, et il y a un plan, et il y a des éléments de langage. Et une révolution culturelle. Et il y a une révolution culturelle, etc. Bon, et donc, lui, pourquoi il met ça aux sources du KGB? C'est parce qu'il dit qu'en fait, la Russie a cette volonté de détruire l'Occident avec ce qu'elle déteste le plus chez les Occidentaux. Ouais. Et donc, ils ont voulu nous donner ce que Karl Popper appelle la médecine de l'excès, qui est que comme on a eu trop de démocratie, trop de liberté, trop de et ben on va en crever de ça. On va en crever de ça parce qu'on a perdu toute raison. Ouais. Le poison est souvent dans la dose. Ouais. Et quand il m'a dit ça, je disais, oh putain, je peux y croire. Je lui ai dit, en plus, je l'ai un peu vexé, parce que je lui ai dit, c'est la première fois que je crois à tes trucs. Il fait, ben attends, comment ça fait des années que... Pardon. Attends. Justement, tu me fais là aussi encore une super transition. C'est ça qui est top, c'est parce que t'es un super candidat, on n'a presque pas à bosser, qu'en fait, on a juste à appuyer sur le record avec toi. Parce que j'ai entendu ça dans les accusations qui te sont portées. Il y a des accusations de conspirationnisme. Ah bon? Moi, je savais pas. Donc, du coup, j'ai recherché un petit peu. Il y a des gens qui m'ont dit non, mais attends, Oussama, il explique qu'on n'a jamais été sur la Lune. Quoi mais attends, mais t'imagines le niveau? Mais je te jure, j'ai entendu ça. Tu veux que je t'explique l'histoire de... Qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc, je fais un podcast et je dis cette phrase. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Poutine qui visite Google Russie? Yomi me dit non. Je dis, alors je t'écoute, je te raconte. Poutine visite Google et Google lui dit on a inventé une technologie qui permet de savoir si une vidéo est fake ou pas. Oui, d'accord, je me rappelle de ça, ouais. Et qu'est-ce qu'il demande? Il lui demande, Monsieur le Président, donnez-nous une vidéo, on va voir si elle est fake ou pas. Il dit l'atterrissage sur la Lune. Ouais. Et là, Google dit fake. Et là, tout le monde est comme ça. Ouais. Et Poutine regarde et il dit Interesnia. Et donc, tu rapportes ça. Je raconte cette anecdote. Ok. Et là, je dis cette phrase. Ouais. Je dis, moi, si on m'annonce qu'on n'a pas été sur la Lune et on me dit qu'on s'est foutu de ma gueule avec ce complot, là, je rends les armes, je crois à tout. Tout. D'accord. Voilà. Platiste, tout, quoi. TikTok. Tu prends la phrase, on n'a pas été sur la Lune. Ouais. On la met devant tous les abrutis. Ouais. Oussama a dit qu'on n'a pas été sur la Lune. Ouais. C'est sur ta page Wikipédia. Hein. Je sais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ferme ta gueule, peut-être. Non, au contraire. Moi, plus ça fait ça et moins j'ai envie de fermer ma gueule parce que plus j'ai envie de créer une fracture entre ceux qui savent et ceux qui savent pas. Autre chef d'accusation que j'ai entendu, c'est prostitution intellectuelle. Ah oui. Better Call Saul. Ouais, Better Call Saul. On te reproche d'avoir des rapports intellectuels tarifés avec un nombre indéterminé d'autres personnes moyennant rémunération. 6 par jour, pas plus. 6 par jour. 6 par jour. Ouais. C'est ma gymnastique intellectuelle, c'est mon meilleur moment. Et c'est vrai que un jour, j'ai raconté dans une interview que tu as 2 façons de te prostituer. Soit t'es la putopasse, tu vois, soit t'es la courtisane. Ouais. T'as peu de gens qui te payent beaucoup d'argent.
Moi, j'ai la chance de pouvoir décider si je suis une courtisane ou une pute de rue. C'est intéressant que tu dis ça parce que moi, je te comparais à une sorte de demi-mondaine, quoi. En fait. Oui, voilà. Donc, je pourrais être une demi-mondaine. T'es une cocotte, quoi, en fait. Ouais, ou vraiment 300 balles, je te parle pas et tout. Et j'ai fait les deux. Ouais. J'ai fait les deux. J'ai été payé très cher par des gens très puissants pour T'as des fait ta conseils. mondaine. J'ai fait ma mondaine. Ouais. Et j'ai fait la passe de rue. Et la passe de rue à 300 balles en une demi-heure, c'est vraiment mon sport. C'est vraiment là, c'est le truc qui me rend Mais heureux. j'allais te dire ça, je suis dit, parce que j'ai regardé tes tarifs, et donc c'est 300 balles de la demi-heure. Ouais, 300 balles de la C'est pas demi-heure. très cher. Non, c'est pas cher du tout, non. Okay. Je pourrais me demander beaucoup plus, ces gens Ouais. Mais ce serait Mais pas le même parce que, public. en fait, ça a ce côté, t'as le côté un peu à la chaîne comme ça que t'aimes bien, quoi, c'est ça? Alors, il y a 3 choses que j'aime. Il y a plus de liberté, d'ailleurs. D'abord, le tout venant. Ouais. C'est à 300. Il y a une surprise. Exactement. C'est Kinder. Exactement. Okay. Monsieur, on a le tout venant. Ouais. Et donc, par exemple, payé, t'as le droit de aujourd'hui, n'importe qui peut te parler. J'ai eu un fou qui m'a raconté n'importe quoi. J'ai eu le PDG d'une boîte qui fait 300 millions d'euros. Ouais. J'ai eu un médecin. J'ai eu un avocat. J'ai eu je sais pas quoi. Donc, j'ai vraiment tout le spectre de la société à ce prix-là. C'est comme une sorte de médecine générale, quoi. Ouais. Deuxièmement, l'exercice en une demi-heure de donner de l'impact, donner de la réponse, donner du mouvement. Moi, j'essaye de finir les calls le plus vite possible, un peu comme d'ailleurs, tu vois. Ouais. Et quand j'arrive, tu vois, le mec il vient, il me dit ouais, j'ai un problème super grave et tout, personne n'a de truc, et là, bam, je donne la réponse en 5 minutes. Et le mec il oui, bon, bah alors je sais pas quoi dire. Tu veux qu'on parle de la pluie beau temps? Ouais. Écoute, oui. Donc si tu veux. l'éjaculation précoce. Voilà, là je me dis putain, je suis fort. Quoi. D'accord. Voilà, Et est-ce qu'il y en a qui arrivent et qui bandent pas, quoi, en fait? Ils sont ça bloqués, arrive, quoi, en fait. Ça quoi. arrive, ça Comment arrive. tu fais? Tu Bah, les rassures comme ça arrive. Ça dit c'est pas grave, ça arrive. Ça m'est arrivé pas souvent quand même, hein, heureusement, parce que sinon mon ego prendra un coup. Mais bon, bah t'essaies de gérer. Hein, Ouais. Et j'ai eu un seul call qui s'est mal passé. Un seul. Un seul. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Le mec, il est venu en pensant que j'étais un escroc. Donc il s'est payé Oussama. Oui, il s'est payé. Il m'a dit ouais, j'ai pris ce call parce que tout le monde dit que t'es un escroc. Je voulais voir de machin. Là, il m'a posé une question débile. Genre oui, comment je peux faire sur les réseaux sociaux pour avoir plus de visibilité? Je sais pas, plus intéressant. Je dis. Ouais. Et là, le mec, il a pété un plus câble. sympa, peut-être aussi. Et le mec, il a pété un câble. Il dit, ouais, de toute façon, c'est nul, ta réponse, je savais que t'étais un escroc. Il a Ouais. coupé le call. Et il m'a demandé de le rembourser. Je l'ai remboursé. Tu rembourses. Bah, pourquoi je le ferais pas, tu vois. Ouais, d'accord. Ok. Il y a un Donc mec qui m'a t'en demandé. fais combien, comme ça? Alors, j'en fais 6 par jour, 5 jours Ah, par 6 semaine. par jour? 6 par jour, 5 jours par semaine. Ouais, c'est mon. En fait, l'histoire, c'est que j'essaie de faire intermittent fasting. Et je ne peux pas résister à ne pas manger à l'heure du déjeuner. Et pendant que tu fais ça, au moins tu... Et ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de midi à 15h. Ok. Donc, 6 calls, Ouais. une demi-heure chacun. T'as perdu un peu de poids, d'ailleurs, non? Ouais. Et donc, résultat, et ben, je fais mon intermittent fasting Ok. comme ça. Donc tu t'es créé un Et collier. je me suis créé une façon de résister à la tentation de manger. Ouais. Mm. Mais tu vois, quand je te parlais de la demi-mondaine et ta cocotte et que tu es revenu dans un truc un peu plus populaire, machin, etc. Et moi, je trouve qu'il y a un côté un peu second empire hein, chez Oussama. Ouais, c'est une idée. T'es parti à Dubaï, où c'est un régime avec... Il y a un chef en haut, façon autoritaire, et puis derrière, ensuite, il y a des castes qui vivent et qui profitent en fait d'un système qui est à peu près établi, des trucs comme ça. Et mais c'est faux hein, sur Dubaï. Ouais. Hein, mais c'est faux. Moi, je connais pas du tout. Je suis jamais allé à Dubaï. Faut que tu m'invites à Dubaï. Avec grand plaisir. J'ai pas besoin que tu m'invites. T'es le bienvenu. Viens à la maison quand tu veux. Ouais. On a de la place. Dubaï, c'est la dictature participative la plus efficace du monde. Mm-hmm. J'ai jamais vu un truc aussi collégial, qui demande l'avis, qui sous-pèse. C'est pas un dictateur. C'est pas un dictateur. C'est un dictateur dans la forme et la possibilité, mais pas dans l'exercice. Ouais. Nous, on a une démocratie dans la possibilité, mais une dictature dans l'envie, toujours. On vient de le voir avec les élections. Voilà, exactement. Ouais. Mais eux, c'est l'inverse. Ils ont une dictature. C'est toujours ça. Ce que tu peux, tu ne le fais pas. Ce que tu fais, ce que tu peux pas. Ouais. Mais ouais, non, Dubaï, c'est l'endroit le plus intéressant sur Terre. Je pense que ma vraie capacité, c'est de miser sur les choses qui deviennent évidentes avant tout le monde. Dans ce monde qui va sombrer, Dubaï sera l'îlot de prospérité qui va survivre. Ce que je trouve, de loin, encore une fois, je ne connais pas, mais dans la promesse que je trouve vachement intéressant... alors bon, bien évidemment, politiquement, j'ai beaucoup de mal, mais ça, c'est parce que je ne suis pas encore débarrassé de mon vernis, mais occidental. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que, tu sais, on parle beaucoup en Europe, en France, de préserver l'environnement.
Donc il faut tout qu'on fasse tout, que tout d'un coup on boive dans des gobelets en carton et que on se brosse plus les dents, etc., pour préserver l'environnement. Et Dubaï, ils disent non mais c'est un truc de bourgeois préserver l'environnement parce que vous en avez un environnement. Nous on n'a pas d'environnement, donc nous on va créer un nouvel environnement. Et j'ai une copine à moi qui est très de gauche, tu vois, écolo, machin, et qui a été à Dubaï. Et elle pensait qu'elle allait détester. Elle m'a dit, mais c'est taré. Les mecs sont en train d'inventer le futur, inventer un environnement. Et elle s'est rendue comme, en fait, on est des enfants gâtés. Et eux, ils ont décidé de créer le propre truc from scratch. Et ils y arrivent, quoi. Ouais, il se passe quelque chose. Ils font pousser des nuages, ils font pleuvoir, ils construisent sur la mer, ils transforment. Ouais. Et c'est vrai que Dubaï, où est-ce qu'on recrée un autre truc comme ça Dubaï est la seule zone du monde, à ma connaissance actuellement, qui a décidé de croire que le futur serait meilleur que le passé. Ouais. Tout le monde a sombré. Avant, c'était le monopole de l'Amérique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être ça encore un petit peu, hein. Ouais, peut-être ça va revenir. Peut-être que, tu vois, on sait pas. Peut-être que. On va attendre les élections. On va voir. Ouais. Mais c'est vrai que dans ce monde de pessimisme, d'ailleurs, le seul vrai ennemi de Dubaï d'un point de vue attractivité économique, etc., c'est que les US aillent bien, c'est tout. Ouais, bien sûr. Il n'y a aucun autre concurrent dans le monde. Et en fait, ce concurrent est asymptote, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent à Dubaï et qui n'auraient jamais eu un visa pour les US à cause de leur prénom. Ah. Et ça, faut pas l'oublier. Comme Oussama moi, ça va, mais parce que j'ai la chance d'avoir un passeport français. Ouais. Mais il y a beaucoup de passeports faibles à Dubaï. Ah, intéressant. En fait, c'est la capitale du top 1% de tous les passeports faibles au monde. Donc, c'est le nouveau Ouest américain. Ouais, exactement. Ils partent avec leur roulotte, il y a un terrain où c'est possible de se poser, etc. Ouais. Et quel endroit de civilisation incroyable, hein. Enfin, c'est le règne de l'état de droit. C'est vraiment l'optimisme, le seul endroit au monde où les juifs, les arabes, les catholiques, les bouddhistes, je sais pas quoi, vivent en paix et en harmonie dans un truc qui n'est pas faux cul. Ouais. C'est incroyable. Tu vois, je visitais, j'ai un ami là qui est en train de construire le quartier juif de Dubaï. C'est incroyable. Et ça marche. Ouais. Les accords d'Abraham, c'est une réussite. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Tu vois, franchement, moi, je veux vivre dans un monde où j'ai pas besoin d'expliquer à mes enfants qu'il y a des méchants. J'ai envie de vivre dans un monde où j'explique à mes enfants que partout, il y a des cons et des moins cons, qu'il y a des gens plus limités que d'autres, qu'il y a des gens plus mesquins que d'autres, mais c'est ni lié à leur origine, ni lié à leur religion, ni lié à leur personne, en fait. Et t'as trouvé ça à Dubaï? Et j'ai trouvé ça à Dubaï. Vraiment, tu peux pas savoir comme je suis heureux. Les gens imaginent que c'est un downgrade d'avoir été à Dubaï, d'avoir dû quitter la France. Ouais, y a pire. Tu m'aurais dit, je me suis installé à Kaboul, là, je me serais dit, bon, là, tu vas me non, c'est vraiment, je suis fou impressionné de ce que cette famille royale a fait. J'ai développé une passion pour l'émir de Dubaï. Il te connaît? Tu le connais? Non. Tu t'es proche de la famille? Pas du tout. Là, je n'ai aucun intérêt pour eux. Je suis à des années-lumière. J'ai un plan pour... Parce que ça aussi, j'ai entendu ça. Ouais, Dubaï, derrière, il y a une sorte de contrat entre Oussama et Dubaï, c'est-à-dire qu'il est là pour faire la promo de Dubaï, ce que tu viens de faire, là. Et que derrière... I wish it was true. Hey, Dubaï, I will be your ambassador. I will do it for free because I love and respect you. Bon, autre truc, je suis assez fier de moi là-dessus. Trafic de crack, bah, c'est le côté mytho, quoi. C'est-à-dire que tu racontes pas mal de... Ah ouais, ça c'est... C'est pas mal. Ouais, c'est marrant. Non, mais j'ai entendu ça. Ouais, il raconte beaucoup de mensonges, il affabule pas mal. Histoire des yakuza, des trucs. Moi, j'ai pas suivi. Non, mais c'est un truc de fou. J'étais au Japon, j'étais avec une stripteaseuse, elle m'a emmené dans un bar, on a rencontré un yakuza, on a joué au poker avec lui, on a été chez lui, je passais la soirée avec lui. Voilà. Histoire ridicule pour n'importe quel japonais, n'importe quel mec qui a vécu au Japon. Oui, parce que il y a des yakuza, quoi, oui, en fait, voilà. quoi, la France, c'est ils se racontent des trucs, des machins. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'on peut plus rien dire dans ce pays parce que les gens ont une vie tellement triste et merdique. Et c'est de pire en pire. Hein. L'horizon du français moyen dans sa vie, il se dit que lui, il rencontrera jamais de yakuza. Sa découverte du monde, sa compréhension du monde, son interaction avec le monde. Tu vois, est-ce que on vit dans un pays où personne ne parle anglais parce qu'on a tout fait pour que personne ne parle anglais pour pas qu'ils aillent voir qu'ailleurs c'est mieux?
C'est possible. Je me demande, tu vois. Ouais. Mais celle-là, ce que tu viens de me dire là, je la garde pour un truc après. Quoi. Ouais, ok. Donc je la garde bien derrière l'oreille. En fait, je me demande aussi si Oussama, et c'est marrant parce que ton nouveau projet, tu es en train de monter une boîte de prod qui fait des dessins animés. T'aimes bien raconter des histoires. Bien sûr. D'ailleurs, je vais te donner le secret d'une bonne histoire, c'est qu'il faut réduire la réalité. Ouais. Faut pas exagérer la réalité. Bien sûr. Si tu veux qu'elle sonne juste, la plupart du temps, il faut réduire la réalité. Alors des fois, t'exagères aussi, parce que c'est important d'exagérer de temps en temps. Tu étais dans un bar, il y a 3 mecs, tu dis, ils étaient 20. Bon, ok. Mais t'étais dans un bar, il y avait un truc. Enfin, donc, en fait, en tant que storyteller, tu augmentes ou tu descends pour que ça sonne juste. Mais tout ce que tu fais, c'est du storytelling aussi, sûr, à chaque fois. Donc, le truc, c'est que quand tu racontes ces histoires-là, on se dit, bon, mais parce que c'est ta recette, et t'as raison, c'est comme ça que ça marche. Mais après, quel est le degré de vrai, qu'est-ce qui a été minimisé, qu'est-ce qui a été augmenté? C'est pas le sujet, ça n'a aucun intérêt. Ça les regarde pas, quoi, en fait. Alors, non seulement ça les regarde pas, mais encore, une fois, c'est de confondre deux choses. C'est de confondre le fond de vérité qui est vrai. Mes histoires sont vraies. Parce que de toute façon, c'est trop dur d'inventer quelque chose que t'as pas vécu, que t'as pas senti, que si t'as pas la corde émotionnelle d'avoir été à jouer au poker, machin, un truc, si t'as pas le minimum de vérité de l'histoire, tu peux pas raconter un truc. C'est hyper dur d'inventer une histoire non inspirée de faits réels. Tous les écrivains, tous les auteurs, il y a un moment, ils ont besoin de la matière de la vie. Il y a une part de même là-dedans. Il y a toujours. Mais là où on pourrait te considérer comme suspect, c'est que dans ces histoires-là, t'as toujours un peu la part belle, quoi. J'espère bien. Je vais pas raconter je vais quand même pas raconter celle où ça se passe mal. Faut être complètement con. Mais ça, c'est un truc. Quand je vivais dans la Silicon Valley, il y a un mec qui m'avait dit un jour, you're French, right? Je dis, oui. Il me dit, okay, look, I'm going to give you a very, very simple advice. I don't know why, in France, you think that telling us about your failure make you sexy. It's not. It's not true. It's not. No. So, of course, you cannot always win. But just speak about that, please. Tu vois? Et ça m'avait marqué. Dans la Silicon Valley, il y a un truc qu'on dit, c'est que, et c'est intéressant, il s'agit pas d'être successful. Non. Il s'agit de be a success. Exactement. C'est très différent. C'est-à-dire que, Et donc, toi, t'es pas forcément dans tes affaires, là, t'as pas été forcément successful, mais be a success. Exactement. Et c'est ça ce que les gens veulent. Et là-dessus, t'excelles particulièrement dans le fait de te présenter comme ça. Mais je sais que t'aimes bien Borges. On va parler de Borges. Parce que moi, j'ai étudié Borges. Mais dans Borges, il y a exactement ce mélange du réel et de l'imaginaire. C'est tout Borges, quoi, en fait. Fiction. Bien sûr. Le jardin des chemins qui bifurquent. Ou artifice ou des trucs comme ça, on est complètement là-dedans. Et donc, je t'ai entendu dire, parce que je me suis tapé tout Oussama, quoi, en fait, la Pléiade, que t'étais un fan de Borges, et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'est pas tombé dans son labyrinthe à lui, quoi, en fait, dans ce truc-là, et qu'il y a une... Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une part mystérieuse dans Borges. Il y a une part un petit peu comme ça, envoûtante, un peu inexplicable, etc. Et que t'es pas dans cette fabrication de dire, moi, je vais prendre ma vie, et je cherche comme Borges le fait, quoi, en fait. Il est où le fantastique là-dedans? Mais attends, c'est toute la construction de mon storytelling. D'ailleurs, si tout le monde faisait cet exercice tout bête, de vivre sa vie et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'étonnant, il le notait, au bout d'1 an, il aurait beaucoup de choses à dire. C'est le fameux phénomène de, tu penses à une voiture rouge, tu vois des voitures rouges partout, alors qu'avant, t'as l'impression qu'aucune voiture n'était rouge. Je pense pas, et évidemment que ça s'est construit. Le but du jeu, c'est quand tu es sur scène et que tu veux raconter une histoire pour que les entrepreneurs s'en souviennent émotionnellement, tu veux raconter des choses qui les marquent émotionnellement. Ça, ce truc français de ah ouais, mais attends, mais ferme ta gueule. Qui t'a inspiré, qui t'a amené à pousser plus que ce qu'il ne pouvait espérer et imaginer. Donc tu vis dans un monde que tu t'inventes quelque part aussi. Bien sûr. Parce que t'as besoin de quoi? La réalité n'est qu'au service de l'histoire que tu peux raconter pour pouvoir mettre en mouvement les gens. Quand je raconte l'histoire des Yakuza au Japon, c'est pas pour me faire voir, c'est pas pour machin, c'est pour dire aux gens, quand vous voyagez, si vous êtes ouvert à l'improbable, il peut vous arriver plus que ce que vous pouvez imaginer. Quand je raconte, je sais pas quelle histoire j'ai raconté qui a trigger les gens, une fois j'ai raconté une histoire qui m'est arrivée avec mon ex-femme, j'ai gagné plusieurs fois de suite au casino. J'ai entendu,
quand je raconte cette histoire... La machine à sous, 3 fois de suite, etc. Exactement. Tu sais que quand je l'ai écouté ça, je me suis dit, bon, ça y est, il me raconte des cracks, bidules, etc. Ouais. Et bien évidemment, à la fin, et c'est là où t'es super fort, c'est que moi, je vis aux États-Unis, j'étais à Vegas, il m'est arrivé de gagner à la machine à sous, c'est que tu me sors l'histoire du papier jaune. Ouais. Où il faut déclarer fiscalement le truc. Vrai. Et là, je me dis, mais putain, alors, le salaud, quoi, en fait. C'est-à-dire que je me dis, tu sais quoi, ce détail-là, quoi, en fait, le détail du papier jaune, parce qu'en plus, la couleur du papier, je me dis... On va jouer à un jeu. Je suis dans une position un peu terrible sur ces histoires-là. C'est que, par exemple, l'histoire des Yakuza, il y a un témoin que tu connais. Je vais dire son nom, je t'inviterai à couper le nom. Ouais, ok. Tu peux appeler lui demander si l'histoire des Yakuza est vraie. Et... Pourquoi ne peut pas aller faire une vidéo et dire j'étais avec Kusama, machin. Faut se poser cette question. Pourquoi les gens qui ont vécu les choses avec moi, l'histoire du casino de Vegas, Lavinia Ionita. Mais parce qu'elle est complice avec toi. Exactement. Lavinia Ionita, mon ex-femme, elle était avec moi à Vegas quand c'est arrivé ces trois gars. Elle peut pas. Déjà, elle essaie de faire oublier à tout le monde qu'on a été mariés. Tu vois donc, elle peut pas venir. Elle était médecin. Elle est médecin, elle est toujours médecin. Elle est toujours à Paris. Elle est toujours à Paris. Après, tu m'avais invité à dîner. Exactement, tu te souviens. Elle soigne tous les gens qui me crachent dessus. Donc, tu vois, et donc évidemment qu'elle peut pas venir me défendre en disant avec son accent roumain, oui, non, attendez, moi j'y étais, c'était vrai, etc. Mais et tu peux faire un exercice un peu marrant, si tu peux les appeler, tu peux leur demander de te raconter, et tu verras que c'est vrai. Et tu pourras dire, dans Silicon Carnet, j'ai fait un travail de due diligence, et il s'avère que des gens au-delà de tout soupçon... Je peux lui passer un coup de fil à Penny. Des gens au-delà de tout soupçon vérifient les histoires d'Oussama. Bon. J'ai entendu le charlatanisme, quoi. Bon. Est-ce qu'il... Et quelque part... je sais pas si c'est complètement négatif, ce truc-là, parce qu'en fait, il y a des gens qui disent, oui, c'est un gourou, quoi. Et les gens, ils savent pas d'ailleurs quelle est l'origine du gourou, parce que ça vient du bouddhisme, de l'hindouisme, qui est une sorte de maître à penser, qui t'accompagne dans ton voyage. Il y a rien de négatif, étymologiquement, dans la notion de gourou. D'ailleurs, t'as plutôt un physique à la Bouddha. Hein, en fait, ça te va bien. En Asie, souvent, les femmes dans la rue viennent me toucher le ventre pour la chance. Ah ouais, d'accord. Donc, bon, bah voilà, quoi, c'est... ils disent, ils se comportent un peu comme s'ils détenaient une vérité, ils manipulent un peu les gens, et c'est pour ça que les gens se font complètement ensorceler sur le truc. Et il y a l'histoire d'Arthur, dont j'expliquais, il disait, ouais, peut-être, mais bon, écoute, moi j'ai suivi, il m'a accompagné dans mon voyage, et aujourd'hui je me sens mieux. Bon, j'ai perdu de la thune au passage, mais bon, je m'en fous. Mais comment D'ailleurs, tu pourrais prendre les centaines de gens à qui The Family n'a pas pris de thune, qui ont changé leur vie grâce à moi et qui ont des boîtes qui fonctionnent. Et... Alors, gourou, c'est assez amusant parce que c'est pas une insulte pour moi, c'est une insulte pour mon public. Parce que c'est croire que c'est des gens faibles qui ne réfléchissent pas. Qu'on les manipule. Qu'on les manipule. Les membres de mon public qui m'admirent le plus, tu vois, quand je vois qu'un Jérôme Chabin, PDG d'IAD, dit publiquement que grâce à mes vidéos, il a démarré l'entrepreneuriat et que c'est en regardant mes vidéos qu'il a fait ça. Quand je vois les fondateurs de Conto, Payfit, Algolia, tu vois, et que après je me dis quand il y a Jojo le Clodo qui me traite de gourou, il est en fait en train d'insulter tous ces gens-là, ça me fait rire. Je me dis mais en fait tu t'es regardé dans un miroir, mon frère. C'est vraiment et donc évidemment que derrière ces histoires de manipulation, les gens imaginent des choses qui ne sont pas vraies. Je ne prends pas d'argent aux grand-mères dans la rue. Je n'ai toujours pris de l'argent qu'à des entrepreneurs qui achètent du conseil dans des prestations dont ils sont contents et les rares fois on me demande de rembourser. Dans des adultes consentants. Des adultes consentants et surtout des adultes qui en tirent du bénéfice. Oui, j'ai un truc très spécial, c'est que comme j'ai vu des milliers de boîtes dans ma vie, les gens disent ouais, moi je suis mentor, je suis coach, c'est pas possible en une demi-heure de donner une solution à quelqu'un. Ouais, comment dire c'est une question d'entraînement, c'est comme l'IA. Ouais, et puis surtout nos différences d'expérience. Moi, c'est pas mon métier, coach. Je me suis défini comme ça. J'ai été actionnaire de centaines de boîtes, j'ai monté des boîtes de services qui ont fait des millions d'euros, j'ai embauché et débauché, viré des centaines de personnes dans ma vie. J'ai eu des cas de management, j'ai géré des crises. Ça veut dire que quand on te projette quelque chose, boum, ça allume trois lumières super vite. J'ai été dans des crises de niveau national en France, donc, comme Itch, par exemple, tu vois. J'étais aux premières lignes de cette crise avec les fondateurs, etc. Donc, en fait, le fait que tout le monde ait oublié tout ça. J'ai créé le BSAR, qui est le document juridique le plus utilisé en France. Alors, on peut en parler de ça parce que j'ai aussi plagiat.
Ah oui, plagiat, carrément. Donc, ça, c'est... Moi, plagiat? Ouais, c'est-à-dire que j'ai créé le BSAR. Non, en fait, t'as pris le safe de YC et que t'as adapté au... Ouais, mais bon courage. Il fallait le faire. Il fallait le faire. C'est pas... respect. Ouais. Mais tu sais, il y a plagiat quand on ne donne pas, on fait pas référence à la source. Parce qu'il sait pas la source. D'abord, le safe de YC a été créé après le BSAR, parce que le BSAR, c'est une inspiration de la convertible note. Ouais. Pas du safe. Ouais. Donc il n'y a pas plagiat. La convertible note, c'était un outil de dette qui était interdit en France parce qu'en France, il y a un monopole bancaire, contrairement aux États-Unis. Et que quand je suis arrivé en France et que j'ai fait chez tous les avocats de la place, tout le monde m'a dit que c'était impossible. Il a fallu qu'un avocat comme Sacha Benichou vienne inventer un nouveau format pour nous permettre de créer un nouveau document. On explique le BSAR ou le SAFE aux États-Unis, c'est une note convertible qui correspondrait finalement à une sorte de prêt qui va être converti en action au lieu de la rembourser en numéraire. Juridiquement, c'est pas un prêt, c'est pour ça qu'elle est autorisée. Ouais, exactement. D'accord. Mais je pense que les gens, ils parlent de gourou quand ils parlent, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils utilisent un mot parce que ça sonne secte et que ils pensent que... Après... Ça veut dire dissiper les ténèbres. Ouais, c'est gentil, c'est joli. Si j'avais créé une secte où les gens me donnaient 10% de leurs revenus et m'envoyaient leurs plus belles femmes, comme Raël... Oui, mais tu sais, polyamour. Là, tout se conjugue un petit peu. Voilà, exactement. On va pas tarder à te le faire. Mais ça a commencé. Hein. Oui, tu serais une sorte de Raël de la French Tech. Je serais le Raël de la French Tech. Bon, en fait, on devrait reconnaître quand même ma grande modération à avoir refusé de devenir ça. Et on devrait aussi reconnaître, parce que là, je suis en train de te balancer quand même des trucs, ta capacité à accueillir ça quand même avec écoute, avec bonhomie. Non, mais je vais pas le prendre personnellement, les gens me connaissent pas. Enfin... Non, mais tu sais, on peut se dire quand même... moi, je sais pas, je prendrais... et pourtant, je me considère comme avec un cuir épais et j'en ai pris dans la gueule, mais je prendrais 10% de ce que tu prends dans la gueule. Je sais pas si je résisterais. T'as quand même... Je pense que c'est à la hauteur du fait que je juge personne. Je pense qu'on prend toujours la critique à la hauteur du montant qu'on la donne. Comme moi, je regarde toujours les gens avec un regard sans haine et sans jugement. La haine qu'on m'envoie, les jugements qu'on m'envoie, j'arrive pas à la comprendre parce qu'en fait, encore une fois, je prendrais très 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 mal si un jour quelqu'un que j'admirais me disait quelque chose de terrible. Ta mère? Ouais, par exemple. Non, ou même... Tu vois, même Alice et Nicolas, toutes les pires critiques qu'ils disent, c'est des choses... Ça te fait mal quand même. Alors, oui, mais ce que j'allais dire, c'est qu'ils n'ont jamais dit des choses fausses, et ils ont jamais dit, tu vois, dès que tu commences à leur demander, il a des qualités et tout, ils disent, ouais, il avait de la lumière en lui, il a changé les choses. Ils ne nient pas. Si, par exemple... Ils sont juste fâchés, c'est ça ce que tu dis? Ouais, si, par exemple... Ou est-ce qu'ils se font manipuler? Non, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que même eux n'arrivent pas à dire des choses vraiment méchantes sur moi. Ils disent, j'ai volé dans la caisse, on n'est pas d'accord. Ok. Mais moi, dans mon horizon de valeur, j'ai pas tiré dans la caisse. Eux, ils disent que j'ai tiré dans la caisse, c'est leur position juridique. Très, très bien. Mais ils vont pas dire... Tu vois, si Nicolas Collin venait dire ah ouais, j'ai travaillé 10 ans avec lui, alors je peux vous dire, il est quand même très con, et il a un QI d'huître, et quand il lit un livre, il comprend rien. Ça, c'est impossible. Mais oui, mais tu vois, ça me ferait terriblement mal. Là, je me dirais, oh, c'est vrai, tu vois. Sur la partie plagiat, parce que ça, je l'ai entendu. Il a tout piqué à YC. Il a fait du polygramme. C'est intéressant parce que je te disais tout à l'heure, je me mets derrière l'oreille et je voudrais t'en reparler après. C'est parce que je pense que, et moi je trouve ça super smart, c'est-à-dire qu'il y a ce mouvement YC, il y avait Startup Chile aussi que t'as connu, etc. Et que on était aussi à une époque où les Français ne faisaient pas du tout l'effort d'aller chercher aux États-Unis un truc qui se passait avec une parole et une pensée qui était très intéressante et qui était complètement dans l'incapacité d'aller chercher cette parole, soit physiquement de prendre un avion et d'aller poser ses guêtres là-bas, ce que tu as fait toi aussi, et d'aller vivre un petit peu le truc pour aller le comprendre in situ, voire même de regarder ou de lire en anglais. Et toi, quelque part, t'es arrivé et tu t'es dit, toi, t'as fait cet effort-là, t'y as été comprendre, t'as machin, etc. Et tu leur as amené le truc avec le Google Translate et une adaptation culturelle. BSAR est un bon exemple de ça. Aujourd'hui, c'est plus possible, ça. Pourquoi? Moi, j'ai l'impression que ils vont chercher le truc en anglais. Non, tu crois pas? blague. Non, mais je sais pas, je vis là-bas. Ils ont ChatGPT, ils sont même pas capables de copier-coller dedans et de le faire. Non, on a dû mettre des toilettes automatiques parce que les gens ne savent pas tirer la chasse. Tu vois, dans la vie.
Tu crois? Bah bien sûr. Pourquoi on a dû inventer les toilettes qui tirent la chasse tout seul? Je sais pas, Parce que 99% des gens ne tirent pas la chasse. Mais bien sûr. Waouh. Sinon, on n'aurait jamais fait cette invention. Donc il y a un pognon de monstre à faire, en fait. Mais évidemment. Alors ça, on va prendre le sujet à 3 dimensions. Ouais. On va parler de la pensée originale, on va parler du plagiat et on va parler de la France. Ok. La pensée originale, c'est méga rare. Ouais. Quand on dit j'ai tout piqué à Paul Graham, et Paul Graham il a tout piqué à Marc Andreessen, Marc Andreessen il a tout piqué à Andy Grove, et Andy Grove il a tout piqué à machin, etc. Ouais. Bon, les pensées originales, il y en a quelques-unes. Par exemple, moi je pense que la seule vraie pensée originale que j'ai eue de ma vie, qui vraiment a été ce moment où t'es dans ta tête et tu sens que quelque chose vient à toi. La voûte céleste de Platon. C'est un jour, j'ai été avec une amie comme ça et je la regardais et je lui ai dit, tu sais, je pense que les pauvres manquent d'empathie envers les riches. Ça, c'était ton truc. C'était mon truc. Ils sont pas assez sympas. Et j'ai jamais, ils sont pas assez sympas. Et j'ai essayé de chercher des gens qui pensaient la même chose. Ouais. Vraiment. T'as pas trouvé. J'ai pas trouvé. Ouais, j'étais sur Twitter, j'ai tapé cette phrase. J'ai été sur Google. Et je me suis dit, tiens, un truc là. Oh putain, je viens de penser et je viens de mettre au monde un truc idée originale. Ouais. Bon, en 38 ans, c'est la seule que j'ai eue. Bon, c'est pas terrible. Ouais. Et évidemment, I'm not an original thinker. C'est très très rare d'être un thinker original. Paul Graham ne l'est pas. Les Patrick Collison ne l'est pas. Enfin, ils sont... D'ailleurs, très souvent, leur vraie force au original thinker... Par exemple, le original thinker de la vallée, c'est Steve Jobs, en fait. Ouais. Il a été oublié. Think different. Il a été oublié surtout. Personne ne sait que... Ouais. Et je vais te dire, moi, même un truc que j'ai vécu récemment, j'ai une vraie passion spirituelle pour Steve Jobs. Ouais. Moi, Steve Jobs, c'est... C'est ton gourou. C'est mon gourou. Au sens positif du terme. Au sens très positif du terme. Dissiper les ténèbres. Et j'ai fait un exercice d'hommage. C'est que je me suis amusé à aller chercher toutes les vidéos de lui sur tous les sites, les enregistrer parce qu'elles passent leur temps à tomber, les enregistrer sur un serveur privé et de les mettre dans un Airtable que j'ai publié sur videostevejobs.com. Ok. Et pour l'anniversaire de sa mort, j'ai publié ça. Oh, bravo. Tu vois. Okay. Et donc, en faisant cet exercice, j'ai revu 100% de ses vidéos. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'un nombre improbable de conférences que j'ai faites. Il y a du truc dedans. Non, mais c'est pas du truc, c'est mot pour mot. Ah ouais. Mais j'ai oublié. Mais c'était complètement, de façon inconsciente, tu veux dire. Bien sûr, complètement oublié. C'est des vidéos que j'ai vues à 16 ans. J'ai eu 10 ans d'expérience pour les comprendre. Parce que quand j'écoutais à 16 ans Steve Jobs, je comprenais rien. Tu vois. Mais c'est resté. Mais c'est imprimé quelque part. Après, la vie te donne des expériences et ça revient. Et l'idée revient. Et t'es sur scène, et t'es dans la conf et tu l'as dit. C'est pas pourquoi. Elle revient. Ouais. Et en fait, après, et je regardais et j'avais ce sourire. Je me disais, putain, c'est incroyable l'hommage que j'ai besoin de lui rendre. Ouais. C'est incroyable le cadeau que ce type m'a fait. Et quel est le cadeau qu'il m'a fait? Et ça, c'est le deuxième niveau. C'est que Borges dit, le plagiat, ça n'existe pas. Non. Toute œuvre est unique. Tout a déjà été écrit. Tout a déjà été écrit. Tout a déjà été dit. C'est quoi le truc qui réécrit Quichotte, là? Non, c'est le tigre, le poème du tigre. Ouais, le tigre, Le tigre qui traverse le fleuve. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le monde a besoin de ta version. Ouais. Et le monde a besoin de toutes les versions. Ouais. Et parler, c'est beaucoup plus important qu'écouter. Pourtant, très peu de gens parlent. Le problème de la French Tech, c'est que tout le monde ferme sa gueule. Parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur de dire la chose qui va vexer, qui va machin. Mais résultat, on en est tous plus pauvres. On est un des écosystèmes tech les plus pauvres du monde parce que les gens ne partagent pas. Parce qu'ils ne viennent pas, ils ne disent pas, ils se mettent pas en danger, ils disent pas des bêtises. Moi, le nombre de conneries que j'ai racontées. C'est ce qui manque depuis The Family, c'est-à-dire que on a l'impression que la parole, il y a plus de parole, il y a plus qu'une parole institutionnelle. Exactement. Mais même à l'époque de The Family, ce qui manquait, c'était que nos entrepreneurs parlent. On n'a jamais réussi à les faire parler. Ils voulaient pas monter sur scène. Ils voulaient pas. Ils avaient peur. Qu'est-ce qu'on va dire? Forcer, machin, truc. Qu'est-ce qu'on va penser? C'est pas bon pour mon image. Et la BPI, elle va m'appeler, machin. La vérité, c'est qu'on est dans un écosystème mafieux, coercitif, qui dès que quelqu'un sort de la ligne, on l'appelle et on lui dit attention, j'ai un message pour toi. Ouais. C'est ça ce qu'ils vont m'appeler, tu crois? Ça, c'est sûr. Ils ont pas mon numéro français, je suis américain. Bon, ok. Tu vas peut-être être sauvé. J'attends votre appel. Tu vas peut-être être sauvé par le fait que ça coûte de l'argent de t'appeler. Oui, ils le font plus cher. Ils le font plus cher. Mais si vous faites un PCV, je prendrai l'appel, quoi. En fait, il y a pas de problème. Je paye pour vous. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que tu es une sorte de Johnny Hallyday, quoi, en fait, de la French Tech. Il a été chercher Elvis et des trucs comme ça. Mais il s'en rendait pas compte. Mais ça en fait un artiste incroyable, mais qu'est-ce que Steve Jobs n'a pas été chercher au Japon? Certainement. Il est un amoureux
amoureux de Sony, c'était un amoureux de... En fait, les gens ne peuvent pas comprendre que... Everything is a remix. Everything is a remix with maybe 1% of style and 1% of originality. Ouais. Et toi, tu veux dire que toi, tu fais du rock, c'est 80% d'attitude, 20% de talent, ou tu fais du jazz, il y a 80% de talent et 20% d'attitude? Je fais du rap. Okay. Il y a 0% de talent et 100% d'attitude. Bon, il y en a un, c'est que Oussama, c'est un accélérationniste quand même. Un accélérationniste, c'est quoi ça? C'est-à-dire que c'est un mec qui considère que la tendance technologique, il faut pas la freiner, qu'au contraire, il faut l'accélérer, que l'IA, il faut pas en avoir peur, et que si on veut une transformation radicale de la société, elle doit venir d'une accélération de la technologie, de l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit. J'ai fait une vidéo récemment avec un type qui veut faire une pause de l'IA. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Petit jeune. Très assez smart, le mec. Hein. Il est méga smart. Ouais, super. T'as vu, je suis rentré dans la vidéo pour défendre l'accélérationnisme. Et à un moment, je t'ai senti... j'ai vacillé. Ouais, t'as vacillé. J'ai vacillé. Ouais, t'as vu ma posture? Je l'ai regardé, je l'ai écouté, et j'ai commencé à réfléchir. Ouais. Et à la fin de la vidéo, je lui ai dit, écoute, on est foutu. Faut faire une pause. Faut faire une pause. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je pense que l'accélérationnisme est la bonne chose à faire dans 99% des cas. Ouais. Peut-être que l'IA, c'est la première chose technologique depuis très longtemps, peut-être depuis le nucléaire, où une petite pause ferait pas de mal. Alors, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Je pense que le contexte est toujours plus important que les principes. Et c'est vrai que l'IA m'a fait peur. Parce que, je vais te dire pourquoi. Est-ce que tu te fais pas avoir, Oussama, par ce principe de précaution? Non, mais je vais te dire pourquoi. Pour moi, il y a un truc qui t'a fait douter. Qui m'a fait douter. C'est que, normalement, tous les gens qui parlent de précaution, de machin, etc., c'est quand même des gens anti. Ils ont peur, ils ont machin. Là, le scénario que tout le monde me parlait de l'IA, c'est Terminator, Skynet, ils vont tous nous tuer. Ouais. Je n'arrive pas à croire ce scénario. Non, ça c'est là où lui, il m'a fait peur, c'est qu'il m'a dit, est-ce que vraiment tu veux donner à un connard la puissance de Skynet? C'est-à-dire à Musk? Non, à Jojo Mouloud, au fin fond d'une grotte. Des trucs comme ça. Ouais, exactement, qui d'un seul coup se retrouve avec le pouvoir d'une nation state dans une box. Et qu'il n'a pas le bon logiciel, pas les bonnes valeurs, il n'aime pas notre mode de vie, il pense qu'il a raison sur tout, et d'un seul coup, il a le pouvoir de tous nous exterminer. Et c'est le mythe de Prométhée, hein, ce que tu racontes là. Oui, mais... Ça s'est bien passé, hein. Justement. On a donné le feu aux hommes. Hein. Jusqu'à présent, la puissance de feu était quand même très limitée. Si t'as vu les actes terroristes les plus durs de l'humanité, n'ont fait que des milliers de morts. Ouais. Il n'y a aucun acte terroriste qui a fait des millions de morts. Tu crois que là, avec on pourrait vivre le premier acte terroriste qui fait des millions de morts. Et ça... Mais comment, par exemple? Parce qu'on dit tout ça, mais matériellement, aujourd'hui, je suis en train de prompter ChatGPT pour lui demander d'améliorer mes mails. Hein. Ouais, alors ChatGPT est quand même extrêmement... balisé. Ouais. Maintenant, tu vois, il y a un mec qui a entraîné un modèle open source sur un seul sujet qui est de créer des armes biologiques. Et il a arrêté parce qu'il s'est rendu compte qu'il était en train de faire quelque chose qui était une porte sans retour, quoi. Ouais. Et qu'on vit dans une maison où les portes sont... Ouais. Tu vois, tu ouvres une porte, tu peux toujours revenir. Et que pour la première fois, peut-être qu'on est en train d'ouvrir une porte où on pourra pas revenir. Alors, je dis pas qu'il faut tout arrêter, etc. J'aime bien l'idée de me dire, il y a quand même beaucoup de modèles spécialisés à développer qui sont hyper intéressants à faire. Et on a beaucoup de travail en tant que technologiste à faire des boîtes, des startups là-dessus. Des verticaux sur des métiers. Est-ce que vraiment entraîner un modèle général encore plus puissant, toujours plus puissant, sans comprendre les implications sous-jacentes de ce modèle, pourquoi prendre ce risque en fait? Pourquoi prendre le risque de ne plus pouvoir jouer? De toute façon, la Silicon Valley a décidé qu'elle allait le prendre. Donc même la Silicon Valley a décidé qu'elle allait pas le prendre. Pourquoi? Ils ont tous décidé, l'air de rien et en secret. D'abord, ils ont créé une autorité sous le contrôle de l'IC Community, où ils présentent leur modèle avant le reste du monde. Oui. Ils balisent énormément les modèles avant de sortir. Oui, mais ils ont essayé de réglementer. L'État de Californie a essayé de faire de la loi SB 1047, ça n'a pas marché. Ça, on s'en fout. Ouais. C'est pas ça. Ouais. Le sujet, c'est que... Mais comme il y a une agence atomique, quoi. Oui, ça marche bien, l'agence atomique. Ça marche très bien, l'agence atomique. Ce que je veux dire par là, c'est que cette intelligence artificielle, moi, ce qui me dérange vivant aux États-Unis, c'est que j'ai l'impression que la France, elle a comment dire, renoncé au progrès. La France, c'est pas une pause qu'elle veut faire. Oui, la France, elle veut revenir en arrière. Elle veut tout revenir en arrière. Revenir en arrière. Le Minitel, c'était pas si mal. Ouais, c'est si on pouvait revenir au Minitel. Mais moi, je parle pas, quand je parle de TomTom, je
parle d'OpenAI qui décide de faire attention aux modèles qui sortent. Tu vois. Il y aura des impacts, des effets ultra négatifs sur cette intelligence artificielle, mais les effets positifs seront supérieurs et le net sera positif. C'est ça ce que je pense. Mais de laisser penser aux gens qu'il va rien se passer et que tout va bien se passer, c'est criminel aussi. C'est criminel, bien sûr. C'est criminel. Je suis d'accord. Il va y avoir des actes terroristes à base d'intelligence artificielle. Mais Carlos, tout le sujet, c'est qu'il y a Mais on va sauver des vies aussi avec l'intelligence artificielle. Mais il y a des sujets qu'on peut vraiment éviter juste en réfléchissant 2 minutes. Ok. Je pense, tu vois, rien que le sujet terrorisme, biomécanique, machin. D'ailleurs, j'ai dit à un ami chez OpenAI qu'en fait, moi, si j'étais Sam Altman, je suis pas Sam Altman, mais si j'étais Sam Altman, j'embaucherais toutes les pires crapules du monde. Je les mettrais en freelance dans une pièce et je les ferais brainstormer toute ma vie parce que je ne compterais pas sur une culture de gentils garçons qui n'ont jamais rien vu du monde réel, qui n'ont, en fait, sortis des belles écoles. Tu sais, moi, quand j'allais au Liban et que je voyais mes cousins dans le sud Liban et que je voyais leur quotidien et leur façon de parler, et leur façon de penser, et leur quotidien. Ça peut faire flipper. Je n'avais pas envie de leur donner un chat GPT évolué, tu vois. Bon, il n'y avait pas à l'époque chat GPT, mais j'ai pas envie. Et c'est des gens de ma famille, etc. Et je pense qu'ils ont un grand chemin civilisationnel à faire avant de pouvoir avoir accès à ça. Et d'un seul coup, on vit dans un monde où on n'a pas le droit de dire une phrase pareille. On vit dans un monde où on nous fait croire qu'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas des gens qui veulent notre mort, il n'y a pas des gens... Si, et que tout le monde est égaux. Il y a des gens culturellement qui veulent notre mort, il y a des gens qui culturellement sont dans des revanches, il y a des gens, il y a des dominants et des dominés, il y a des forts et il y a des faibles, et tout ça est réel dans un monde où, effectivement, je préférais que les États-Unis soient les leaders de l'intelligence artificielle plutôt que la Chine ou la Russie. Et d'ailleurs, ce qui me fait vachement rire, c'est que la Russie et la Chine n'arrivent pas à développer une IA parce que c'est trop dangereux pour le régime. Ça, c'est trop drôle. Ou, moi, ce qui me fait très peur, c'est que la Chine ne communique plus du tout. Et on a l'impression qu'il ne se passe plus rien en Chine. Parce qu'il ne se passe plus rien. Ou que la Chine a décidé on ne veut plus communiquer, c'est-à-dire qu'on ne joue plus dans la même ligue. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est-à-dire, en fait, il se passe plein de trucs, mais on ne voit plus rien. Ils ont tiré le rideau et c'est fini, quoi. Avant, quand tu commandais à une usine chinoise un produit, il fallait payer 3 mois d'avance. Maintenant, ils te laissent payer 1 an après FOB. Pourquoi ? Parce que c'est la merde. C'est la merde économique, tu n'imagines pas. Il n'y a plus d'activité. Donc ils ont d'autres problèmes à régler. Ils ont d'autres problèmes à régler, Ok. Bon, dernier qui me fait aussi très rire. Refus de priorité à gauche. Alors celui-là, j'ai pas compris. Samaï, c'est un libéral, capitaliste. Ouais, ça c'est vrai. Un amour démesuré de l'argent. C'est vrai. Et quelque part, on vit ici dans une société française où il coche toutes les cases du péché, quoi, en fait, et du tabou, et que. Mais est-ce que les gens voulaient voir en toi ce côté, parce qu'il y a peut-être aussi ce côté, ok, bon, mais il a peut-être un côté Robin des Bois, il a peut-être un côté de redistribution de la richesse et des trucs comme ça. Et en fait, pas du tout. En fait, ils disent non, en fait, c'est un pourri. Et il nous raconte pas comment changer le monde. Il nous raconte qu'il gagne plein d'argent et il nous raconte comment est-ce qu'il dépense son argent avec ses copains. D'accord, mais juste un truc. Je suis désolé, je suis obligé de. Non mais ça me fait trop rire. Tu vois bien que je suis pas, je suis au bord de la crise de fou rire. Je suis pas au bord de oh mon Dieu, Carlos, comment tu dis ça de moi? Non mais juste un truc. Est-ce que toi, on se connaît quand même depuis 10 ans. Ouais, un peu plus même. Plus même. 12 ans. Ouais, depuis que t'étais aux États-Unis. Ouais, exactement. 12 ans. Tu m'as vu de gauche un jour? Non. Tu m'as vu de droite un jour? Moi, je l'étais. Mais toi, tu l'as. Non. Non, tu m'as vu de droite un jour? D'ailleurs, mais politiquement. Mais je suis nulle part. Tu t'en fous, en fait. Mais à un point, moi, je pense que Donc, l'idée de faire venir Macron, c'était pas ton idée, en fait. Alors, moi, je leur ai fait venir n'importe quel candidat politique qui pouvait faire avancer l'agenda de mes startups. Hein. Ouais, ok. Si Marine Le Pen avait voulu venir et que j'aurais pensé que ça faisait avancer mes startups, je l'aurais invité avec plaisir. Donc, t'étais d'accord avec ça? C'était pas un truc qui était orchestré? Non, attends, t'es en France, le politique est méga important, tu travailles avec le politique pour faire avancer des startups. Okay. Nous, on avait plein de startups que l'État voulait buter, il fallait bien qu'on les sauve. Il y a un moment, il faut être pragmatique, en fait. Okay. Alors, moi, vraiment, si on veut vraiment comprendre mon logiciel politique, si les démocraties représentatives pouvaient disparaître de mon vivant, je serais un homme très heureux. Donc tu es un antidémocrate. Je suis un antidémocratie représentative. Okay. Moi, je pense que la démocratie n'a qu'une forme réelle et possible, c'est la démocratie directe. Référendum. Ouais, et c'est pour ça qu'elle doit être un peu, tu vois, mon modèle idéal, c'est la Suisse. C'est
petit État, très très minimal, qui s'occupe de très peu de sujets, grand pouvoir local, où les gens produisent de la valeur localement et dépensent cet argent localement. Et je pense que la démocratie n'a de sens que si les gens sont propriétaires des idées. Cette démocratie passive où tous les 5 ans on fait semblant d'aller voter pour un mec qui après n'en fait qu'à sa gueule et qui vit dans un espèce de mépris, 100% des hommes politiques français ont un mépris du peuple, 100% des élites françaises ont un mépris du peuple. Moi, je n'ai aucun mépris du peuple. Je pense que dans une société, si on donne le pouvoir des gens, il faut le donner sur des sujets petits qu'ils peuvent maîtriser. Tu vois, demander l'avis... Il faut un permis de voter, c'est ça? Non, au contraire. Il faut pouvoir... Mais permis de voter, mais on conduit pas tous le même véhicule, c'est ça? Il y a des gens qui peuvent conduire des Vespa et des... Non, je pense qu'il y a très peu de sujets dont l'État devrait se charger. Et laisser tout le reste au privé. Et tous les sujets dont il doit se charger... il va voter pour la peine de mort, hein, le peuple. Hein, il va voter pour la peine de mort, il vote des conneries. Mais c'est pas une connerie. Si les gens veulent la peine de mort et qu'ils ont le droit de décider de la peine de mort, ils prennent la peine de mort. Au contraire, moi, je pense qu'il faut arrêter de vivre dans cette hypocrisie. Tu vois, par exemple... Par exemple, toi, tu voterais pour quoi, là? Je parle pas d'un parti, je parle d'une idée, un truc... Moi, si je pouvais voter pour... Par exemple, si on avait la vraie capacité de faire des référendums populaires et de les pousser, et que j'avais une vraie plateforme où j'avais une chance de passer des lois, je serais obsédé par 3 choses: baisser les impôts, supprimer les subventions et supprimer les aides d'État. Et tous les métiers parasitaires. Et j'en ferai que ma seule obsession. En fait, t'es un fils de Madelin, quoi. Ah, si seulement Madelin avait vraiment été un libéral. Ouais. Mais c'était le seul qu'on connaissait à peu près en France. Ouais. Bon, merci Oussama, c'était top. C'est un plaisir. Merci à toi. T'as pris du bon J'ai pris un super moment, regarde le sourire que j'ai. Merci à toi, franchement, c'est gentil. Non, et encore une fois, cette conversation, ça fait 2 ans qu'on essaie de l'avoir. J'ai vraiment pas calculé une question d'agenda ou quoi que ce soit. Ça n'a pas pu se faire avant. T'as été très occupé aussi. Et bah voilà, on l'a faite. We did it. Ciao, ciao. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos.